Bienvenue sur les Geeks Bavards de Trop, donc notre première émission de podcast que l'on a décidé de créer et d'ouvrir avec Kyotenshi, donc émission qui sera affiliée à Gay Geek, notre blog et notre chaîne YouTube. Et pour cette émission, on va discuter tous ensemble avec vous et avec les chroniqueurs que l'on a invités de pop culture, de la culture geek, jeux vidéo, séries télé, films, dessins animés ou encore découverte du web. Il y aura pas mal de sujets. Et pour ce faire, avec Kyotenshi, on a décidé d'inviter quelques chroniqueurs qui ont des choses à dire. Et je vais vous les présenter les uns après les autres. On va commencer par ces dames. Nous avons tout d'abord Discordia. Discordia, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Alors, bonjour, moi c'est Discordia, et puis j'ai 26 ans et je suis une geek invétérée depuis tant d'années. J'ai découvert plein de choses, type le cosplay, le jeu vidéo et même les jeux de rôle, donc j'espère partager tout ça avec vous. Merci Discordia, on enchaîne avec notre deuxième figure féminine de l'émission, et c'est Hérisson. Hérisson, qui es-tu ? Bonjour, moi je suis un petit animal qui hiberne souvent et qui en profite pour faire pas mal de petites activités geeks, donc un petit peu semblable à Discordia. Je fais pas mal de jeux vidéo, de jeux de rôle et de jeux de société. Et voilà. Et je précise au cas où on se le demande, non, Hérisson n'a pas 10 ans. Même si sa voix le laisse supposer. Quel âge as-tu déjà, Hérisson ? J'en ai 12, c'est un petit peu plus vieux. On va rester sur ça, il y aura le mystère du coup de l'âge de Hérisson. On enchaîne avec nos figures masculines. L'un de mes comparses sur la chaîne YouTube grâce au rétrospectif Pokémon, donc qui a déjà eu quelques vidéos sur la chaîne, c'est Valentin. Bonjour Valentin. Hello, donc moi c'est Valentin, ou Valou le loup. Et du coup, moi j'adore les mangas, la japanime, les jeux vidéo, et je regarde aussi pas mal de séries et de films, et je suis ravi de participer à ce podcast. Et on s'en continue avec Chernabog, le mystérieux, le curieux Chernabog, que certains peut-être connaissent déjà. Qui es-tu, Chernabog ? Qui je suis, un peu comme tout le monde ici, je suis un gros geek dans l'âme, que ce soit animé, les films, les jeux vidéo, tout ça. Alors sur internet, ça m'arrive d'écrire sur certains sites. Alors, une époque c'était sur la Tour des Héros, en ce moment c'est plus sur Planète Jeunesse, mais on en parlera plus tard. Voilà, donc écrire des petites fiches, tout ça, voilà. Et puis sur pas mal de forums aussi. Parfait, et donc que serait cette émission sans la personne qui a eu l'idée de lancer ce podcast et qui m'a dit un jour, tiens, ça te dirait pas de faire un podcast autour de la culture geek? Et oui, vous le connaissez aussi vu que c'est l'homme de ma vie, mon amoureux, mon cher et tendre, Kyotenshi, n'est-ce pas? Exactement, un peu à regret parfois, mais toujours est-il que oui, Kyotenshi ou Johan de mon prénom, gamer invétéré, un petit peu comme tout le monde ici je pense. Je passe beaucoup trop de temps à jouer, le peu de temps que je ne passe pas à jouer c'est pour regarder des séries, et éventuellement parfois je fais un petit peu de sport, vraiment très rarement, mais ça m'arrive. Et oui, j'ai eu l'idée de ce podcast pour je sais pas trop quelle raison, peut-être parce que j'aime bien écouter des podcasts très souvent, j'en écoute beaucoup quand je joue justement, donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de partager nos passions autour d'une table virtuelle en l'occurrence. Avec sa très jolie voix grave. Vous êtes tous contents d'être là parmi nous? Tout le monde est heureux, tout le monde a passé une bonne journée? Ah le Yep. travail, mais oui. Oui, parce qu'à côté des passions, à côté de la vie, il y a le travail, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet et ça n'intéressera pas grand monde. Heureusement. Donc notre émission va être découpée en 5 catégories. Alors, c'est la première émission, donc je peux déjà vous certifier que vous l'écouterez ou vous la verrez sur YouTube dans une rediffusion. Et évidemment, on va faire en sorte de diffuser ce podcast sur le plus de plateformes possible. Donc on est en train de mettre ça en place. Il y aura du Spotify, du Apple Music, d'autres plateformes. Donc voilà, peu importe d'où vous nous écoutez, on est ravis que vous soyez là. Et donc au niveau de nos 5 catégories, j'en parlais un tout petit peu avant, on aura donc évidemment tout ce qui est séries télé et films, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est livres et enfin tout ce qui est découverte du web. Et pour commencer, on va s'intéresser à la rubrique que l'on a appelée le Vidéo Club. Jingle.
Pour commencer donc cette rubrique Vidéo Club, on va tout d'abord parler des films du moment. La question elle est simple, j'ai demandé à chacun des chroniqueurs, et à moi-même évidemment, je me prête au jeu, de faire un petite présentation de 2 minutes sur le film de notre choix, ou de leur choix. Ça peut être un film qu'on a vu, donc si possible, ces derniers temps, mais en tout cas un film dont on a envie de partager l'expérience, qu'elle soit positive ou négative. Donc je ne sais pas si ce qu'ils vont dire sera positif ou négatif, toujours est-il que chacun a 2 petites minutes pour présenter son film, sa découverte aux autres. Et si certains veulent en débattre parce qu'ils auront également vu le film, eh ben, ça sera l'occasion d'en parler un petit peu. Et donc pour commencer, je vais prendre la parole, si vous êtes d'accord. Personne n'est là pour m'arrêter, même Johan ne m'arrête pas, ça c'est chouette. Donc je vais parler d'un film que certains connaissent, vous allez tous me dire si vous l'avez déjà vu, mais je pense que oui, c'est Your Name. On est d'accord, vous l'avez tous vu. Alors non, j'ai commencé, je l'ai pas terminé. Ok, alors. Je suis désolée. Bah, tu sors. Présentation en 2 minutes, je vais essayer d'être rapide en moins de 2 minutes, et de ne pas faire de spoiler pour que Discordia ait vraiment envie de le voir. Mais j'ai très envie de le voir. J'ai juste pas le temps de le finir, c'est pas pareil. Voilà. Donc Your Name, est-ce que c'est un des meilleurs films d'animation? Selon moi, oui. Et je vais pas m'arrêter là, bien évidemment. Il faut que je vous explique davantage pourquoi ce film, il est beau, il est bouleversant, et pourquoi vous devez absolument le découvrir et en entier, pas comme Discordia, si vous ne l'avez jamais vu. Et ça tombe bien, il est sur Netflix. Donc en 2016, moi j'étais passé complètement à côté donc de Your Name, qui est un film de Makoto Shinkai et qui raconte l'histoire de Mitsuha, qui est une étudiante du Japon rural, et Taki, un étudiant de Tokyo. Ils rêvent donc sans se connaître de la vie l'un de l'autre, et un matin ils se réveillent dans la peau de l'un de l'autre. Autre sexe, autre famille, autre maison, autre paysage. Bref, je vais pas aller plus loin pour pas spoiler, mais si vous voulez avoir mon avis un peu plus complet, j'en avais fait un article sur le blog de Game Geek, #petite publicité. Bref, ce Freaky Friday en adaptation japonaise, ça a tout d'une histoire assez classique qu'on a déjà d'ailleurs vu dans beaucoup de films américains ou d'épisodes de séries, mais le film s'arrête pas là, juste à un échange de corps sur fond d'histoire d'amour. Il y a cette première partie de film qui va se concentrer, on va vraiment dire là-dessus, et qui donne un ton drôle, léger, plein de générosité pour moi je trouve à ce film, et puis c'est plutôt rigolo de vivre les changements de corps avec les personnages. Puis il y a la moitié du film, je vais pas spoiler, mais pour moi il y a une sorte de choc, et là le ton change radicalement, il y a un événement qui se passe, et à ce moment là moi personnellement je me suis accroché à ce film en me demandant mais où est-ce qu'il va nous emmener. J'étais vraiment ultra admiratif de ce coup de théâtre, et il y a tellement de scènes magnifiques, bouleversantes, la musique est magistrale, on est totalement emporté, et en plus de ça j'ai aussi beaucoup apprécié moi certains personnages secondaires de ce film qui étaient plutôt sympathiques et bien développés. Voilà, donc en bref, moi plus on avance dans ce film, plus on remet entre guillemets les pièces du puzzle dans l'ordre, et ça a été une vraie découverte très tardive par rapport à d'autres, que je vous conseille vivement. Discordia, dis-moi que tu as envie de voir la fin maintenant. Ah bah oui, non mais bien sûr, j'avais déjà envie avant même de t'écouter, mais oui évidemment, j'ai envie de le finir, j'en ai entendu tellement de bien. Tout le monde, les autres, vous validez tous la positive attitude de ce film? Oui, tout à fait. Complètement, ouais. Positif, je ne sais pas, parce que c'est un peu triste parfois, mais oui. Ça reste un des plus beaux films que j'ai vu. Du coup, je te l'ai fait découvrir, donc. Oui, vous avez tous pleuré, on est d'accord? Ouais. La première fois. Et il y a tellement des lieux trop jolis, genre dans le Japon, il y a une scène d'ailleurs qui est mythique à la fin. Moi, je sais que dès que j'irai au Japon, je veux trop faire la photo au même endroit. Je vois de quelle scène tu parles, oui. Voilà. Clairement, ouais. Non, mais si vous voulez donner envie aux gens de le regarder, c'est pas grave, spoilez-moi, je me sacrifie pour la communauté, sinon... Non, on va pas spoiler. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle sans avoir besoin de spoiler plus. Mais on va pas spoiler, mais on va te laisser Discordia nous raconter quel est le film que tu as découvert récemment ou pas et que tu souhaites nous partager. Ah oui. Toujours dans l'univers Netflix alors, je vous emmène pas très très loin, mais plutôt dans le Paris des années 60, fin années 60, et un Paris relativement cliché quand même, parce que c'est vraiment les Parisiens et même les bons vieux Français avec les femmes qui sont pas encore très très indépendantes à cette époque-là. Donc ça respire tout ça, mais justement, ça nous fait voir une autre époque qu'on n'a pas tous connue, heureusement. Voilà. Et justement, on découvre l'histoire assez mythique. En fait, moi, je connaissais déjà de nom, cette fameuse Madame Claude, qui
qui de son vrai nom s'appelle Fernand de Grudet, voilà, donc qui est en fait la grande proxénète maquerelle qui a fourni des filles à tout Paris et à des hommes richissimes pendant des années. Et donc cette Madame Claude est interprétée par Carole Rocher. Voilà, je souhaitais vraiment le dire parce que pour moi, le point fort de ce film, c'était vraiment l'interprète de Madame Claude. Cette actrice m'a vraiment, elle m'a fait dire que enfin un film français, pour moi, respirait le réalisme et que c'était pas surjoué. Et ça, vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a convaincue et ça m'a donné envie de voir la suite parce que souvent je commence un film, je regarde un petit peu ce que ça donne, les acteurs, etc. Surtout quand c'est des films français. Et là, pour le coup, elle m'a convaincue. Genre, dès la première scène, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est bon. Celle-là, elle a chopé le truc. Elle fait vraiment femme forte, qui a vécu plein de choses horribles, mais qui aujourd'hui a essayé de faire son business, certes, pas très moral aujourd'hui, en 2021, mais qui, au final, elle s'en sort dans un monde d'hommes. Et vraiment, l'actrice est géniale rien que pour ça. Et puis sinon, comment dire, le film en lui-même est hyper intéressant. Enfin, c'est une histoire complètement dingue de cette proxénète qui a donc 200 filles sous sa coupe et qui les envoie faire des passes très, plus ou moins, on va dire... dangereuse parce que y en a qui reviennent quand même avec des bleus, donc mais ça montre quand même une certaine réalité et j'avoue que la petite curiosité de découvrir cette histoire qui sûrement doit être légèrement romancée quand même si c'est inspiré de sa vie, est quand même hyper intéressante à découvrir. Donc voilà, je vous conseille ce film. Alors merci pour ce partage. Moi j'ai juste vu la bande-annonce sur LCI, oui, chaîne d'info, mais ils avaient fait une chronique là-dessus pour dire que. Et je pense que c'est Kyo Tenchi qui a envie de le voir, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est un des films qui m'intéresse pas mal, et c'est rare pourtant que je dise ça d'un film français, mais le côté justement, comme tu le disais, réaliste, me donnait envie de découvrir un petit peu ce qui se passait à cette époque, surtout avec une histoire aussi, je sais pas si on peut dire sordide, mais c'était un peu étrange quand même comme époque. C'est un aspect de la réalité de notre histoire. Ça c'est arrivé, voilà, il faut l'admettre, mais bon. Ce film, du coup, et c'est vrai que je le trouve hyper juste dans les émotions humaines qui retranscrit, et même si l'axe effectivement de la prostitution est l'axe principal, on voit également aussi d'autres questionnements autour de la famille, de la place de la femme, du contexte social également de l'époque, et je trouve que justement parler aussi de toutes ces autres choses qui gravitent autour a été superbement bien mis en scène dans ce film. Oui, je suis tout à fait d'accord, oui. La place de la femme est quand même assez importante au final pour le personnage de Madame Claude, qui certes a choisi un business pas très sympa moralement, mais qui au final retranscrit bien la place des femmes et le fait qu'elles essayent de se débrouiller et de s'émanciper. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. Et on va passer à un tout autre registre, et étant donné que Chernabog et Kyo Tenchi ont tous les deux choisi le même film que j'ai vu aussi, donc il y a des choses à dire. On va d'abord laisser la parole à Chernabog et ensuite Kyo Tenchi reprendra peut-être en rajoutant son avis. Donc on t'écoute, Chernabog, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la fameuse Snyder Cut, dont je pense à peu près tout le monde a entendu parler, à moins d'avoir vécu dans une grotte les dernières semaines. Alors la Snyder Cut, c'est quoi? Donc Snyder Cut, on peut traduire ça par montage de Snyder. Alors le vrai titre, c'est Zack Snyder's Justice League, donc le Justice League de Zack Snyder. Alors, on va peut-être remettre les choses dans le contexte quand même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, donc, il y a un film en 2017 qui est sorti, qui s'appelait Justice League, où au générique, il y avait marqué réalisé par Zack Snyder. Sauf que dans les faits, une très très large partie du film n'était pas réalisée par lui, parce qu'en fait, il a quitté le projet en plein milieu. Parce que sa fille adoptive s'était suicidée, donc il ne pouvait plus continuer à travailler. Mais bon, ça aussi, c'est plus compliqué que ça. Visiblement, en fait, les producteurs étaient bien contents de s'en débarrasser, parce que Zack Snyder, donc pour resituer un peu, c'est aussi lui qui avait réalisé
en 2012 ou 13 je crois, Man of Steel, donc un film sur Superman, et qui avait lancé du coup une espèce d'univers cinématographique un peu comme fait Marvel avec les Avengers et tout ça. Il avait réalisé aussi Batman v Superman, et voilà, il a quand même une vision assez particulière, ce monsieur, assez sombre, assez désaturé en termes de couleurs, et avec une ambiance assez sérieuse, tout ça, et voilà, ça a été reçu de façon un peu mitigée par rapport au public et tout ça. Du coup, les producteurs, bref, étaient assez contents de s'en débarrasser de ce monsieur. Et du coup, ils ont fait venir Joss Whedon, donc, qui a réalisé notamment les 2 premiers Avengers, qui a retourné une très large partie du film. L'étalonnage a été refait. Ils ont rajouté beaucoup d'humour, tout ça. Bref, ça donnait un résultat un peu à la Frankenstein, c'est-à-dire qu'on avait des bouts de films réalisés par quelqu'un d'autre, c'était remonté un peu n'importe comment à la truelle. Donc ça a donné un film qui n'a pas plu à grand monde forcément, parce que qu'il y avait beaucoup trop le cul entre deux chaises, si je puis me permettre. Et ce qui s'est passé pendant quelques mois, pour la faire courte, c'est que du coup les gens ont gueulé et ont réclamé à corps et à cri la version originale de Zack Snyder, qui était quasiment terminée, contrairement à ce que le studio a affirmé au départ. Et une fois n'est pas coutume, ça a fonctionné. La Warner a décidé de sortir donc le Snyder Cut, le montage de Snyder, sa vision originale, en vidéo à la demande, pas au cinéma. Le contexte ne s'y prêtait pas, mais voilà. Et donc du coup, on résulte cette version de 4 heures, alors que la version sortie au cinéma en durait la moitié moins, 2 heures. Et pour dire un peu mon avis, c'est l'avis de beaucoup de gens, je crois, cette version est infiniment plus satisfaisante, beaucoup plus cohérente. C'est même curieux, j'ai vu des avis de gens qui n'avaient pas du tout aimé Man of Steel et Batman v Superman et qui ont beaucoup aimé ce film-là, et qui n'avaient pas forcément aimé la version de Joss Whedon. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole à Kyotenshi s'il veut rajouter des choses. J'avais une question, est-ce que je l'ai vu en VF ou en VO déjà? Je l'ai vu en VF, mais je le reverrai avec plaisir en VO, oui. Ok. On n'a pas eu le choix, nous. Ouais, petite anecdote là-dessus, j'ai acheté le film sur le Xbox Store, me disant naïvement, tiens, le film va être en VO, c'est obligé, la VO c'est proposé partout, et il s'avère que non, c'était pas proposé partout, j'ai eu le droit de la VF. Un peu dégoûté d'avoir dépensé 15 balles, mais bon, on l'a quand même regardé. Surtout que tu t'étais refait l'intégrale des films précédents en VO en te disant je m'immerge avec les voix originales. Exactement. Et puis j'adore la voix d'Henry Cavill en VO, entre autres. Il n'y a pas que celle d'Henry Cavill, mais... Il n'y a pas que la voix que tu adores chez Henry Cavill, surtout. C'est un autre sujet. Non, sinon je pense qu'on est tous d'accord, ça. Pour l'histoire en elle-même, oui, moi j'étais vraiment friand de la trilogie initiale. Enfin, il y a Wonder Woman, etc., qui est sorti aussi, mais j'aimais bien la vision que Snyder apportait, une vision peut-être un peu christique, presque, à Superman, qui est assez critique, il y a quelques plans un petit peu trop christiques, justement, je trouve, mais ça peut se comprendre et ça justifie par la vision que Snyder apporte. Après, le film, clairement, oui, par rapport au résultat un petit peu Frankenstein, comme tu l'as dit, de Joss Whedon, il n'a rien à voir. Et j'ai bien aimé aussi le découpage en partie, même si je ne l'ai pas totalement compris, dans le sens où il a coupé ça un petit peu, parce que pendant un temps, la HBO Max avait pensé à le faire en termes d'épisodes, et quand on voit la partie 1 et qu'on se dit, tiens, à la fin de la partie 1, ok, je vais couper, c'est un épisode, on comprend pas trop ce qui se passe, parce que 40 minutes, il a introduit les Valkyrie, je crois. Ouais, c'est ça, il y a juste le côté Valkyrie, on se dit où est-ce que ça va nous amener, et on se rend compte effectivement que le montage rend le film totalement différent au niveau de l'histoire, c'est pas du tout la même histoire qui est racontée, une importance accrue au niveau des personnages, je pense notamment à Cyborg qui devait être présent 6 minutes dans le film Justice League de Joss Whedon, et qui vraiment est très approfondi, et en plus très intéressant comme personnage, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Pareil pour Flash, qui était là pour la caution humoristique dans la version de Whedon, qui est toujours là un petit peu pour le côté humoristique dans la version de Snyder, mais qui a une importance primordiale, on peut dire, je pense, dans ce film-là. Donc ouais, vraiment une version aboutie, une version attendue. C'est dommage d'avoir dû gueuler, si je peux me permettre cette expression, pour avoir cette version, mais bon, ça reste un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir, bien que 4h02, c'est quand même une limite que je pense pas pouvoir dépasser. Je crois qu'on a fait une pause au bout d'1h30 avec Aldric, puis on a continué ensuite, mais c'était quand même sport 4 heures. J'ai beau adorer le DCU, je le ferai pas tous les jours. Clairement pas. Pour conclure un peu là-dessus, moi ce que je trouve en plus, c'est au-delà du film lui-même, ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire autour, et surtout de constater à quel point, quand on compare les deux versions, on peut totalement, oui c'est ça comme tu l'as dit,
on peut avoir un résultat totalement différent juste en refaisant le montage, en changeant certaines choses. C'est assez fascinant. Il y a d'autres cas dans l'histoire du cinéma, hein, des films avec plusieurs montages, mais celui-là est assez révélateur. C'est assez fascinant de comparer les deux versions. Mais dans ce cas-là, j'ai une question parce que j'ai vraiment hésité à le voir. Parce que je suis très sceptique sur l'univers DC, moi personnellement. Les films DC m'ont toujours déçu. Même Man of Steel, au final, ça m'a pas donné le même frisson que d'autres films Marvel, par exemple. Et alors que j'adore les super-héros DC, vraiment. Mais là, justement, cette version-là de Zack Snyder, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être Oui. vue? Alors, Ou pas oui, elle est belle. Honnêtement, j'étais un peu rébuté moi pour les 4 heures et vraiment, j'ai passé un très beau moment. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait certains choix des fois musicaux un peu bizarres, mais hormis cela, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a vraiment, ils ont pris le temps en fait d'approfondir les personnages. Après, je pense que juste pour le truc, l'exploit, il faut le regarder. Surtout si t'as vu Man of Steel et Batman et Superman, juste pour avoir une vraie suite à ce film-là. Après, moi, sans spoiler, juste la frustration de la fin qui te laisse vraiment, entre guillemets, espérer une suite, parce que voilà, il est censé avoir d'autres choses. La seule chose qui m'a un peu embêté, moi, c'est la frustration de me dire, ah ouais, mais je pense pas qu'il y aura une vraie suite à ça, quoi. Pour l'instant, officiellement, la Warner, on dit oui, le Snyder Cut, bon, on vous l'a sorti, hein, vous êtes bien content, mais voilà, parce que depuis 2017, hein, la version cinéma, ils ont sorti d'autres films qui sont partis dans une autre direction. Alors que Snyder, il avait des idées de suite dans la tête, mais voilà. Donc, en ce moment, il y a une espèce de bataille entre les fans de Snyder et la Warner. Bon, qui gagnera, affaire à suivre. Mais... En fait, ouais, le souci, c'est que s'il y a une suite, ça sera pas forcément dans la lignée de Zack Snyder. Donc... c'est mal parti pour l'instant. C'est assez mal parti, okay. Ouais. Après, pour répondre à ta question, je pense que c'est Zack Snyder, la problématique qu'il va y avoir, c'est que ça se regarde comme une trilogie. C'est pas... Alors, Marvel, il y a une suite logique, hein, c'est bien, il y a un MCU, mais tu peux le regarder un petit peu sur le côté popcorn. C'est un film, ok, je peux en louper un, c'est pas grave, je vais louper effectivement une partie de la méta-histoire, mais je vais quand même réussir à suivre. Si tu regardes, par exemple, Justice League sans avoir vu Batman vs Superman, tu vas louper beaucoup de choses. Et autre critique, après il faut voir ce que tu n'as pas aimé dans la vision de Snyder, mais Charnabok parlait de couleurs désaturées. Là c'est le point culminant, hein. Le film c'est une espèce de noir et blanc, même les scènes en plein jour, c'est la nuit. À tel point qu'il existe une version alternative en noir et blanc qui est sortie ou qui doit sortir, je sais plus. Ils voulaient la sortir, la Warner a refusé, ils ont dit on verra plus tard, de ce que j'ai là suivi, normalement elle doit sortir, je crois, sur HBO Max. Mon souci, c'est que je suis vraiment une grande fan de Batman, et pour moi, les films de Christopher Nolan, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et quand j'ai vu Batman vs Superman, j'ai eu une déception tellement immense en voyant ce Batman, mais avec tous ces gadgets là, ça m'a rendu triste en fait. J'étais pas bien, et c'est pour ça que j'étais très sceptique à l'idée de regarder Justice League, parce que je me suis dit, si c'est pour avoir le même Batman, non, c'est pas possible. Ouais, un peu assagi peut-être, je pense, dans Justice League, surtout la version de Snyder où il y a un petit côté mentor finalement. Il paraît même un petit peu impuissant par rapport à la puissance des autres, c'est assez comique à voir. C'était déjà bien retranscrit, je crois, là au début de Batman vs Superman, où tu vois qu'il vole dans le ciel, Superman en train de défoncer tout Metropolis, et t'as lui qui est à terre en train de regarder ce qui se passe et à pas trop comprendre. Alors ceci étant dit, hein, on va quand même passer au sujet suivant. C'est très bien Snyder Cut, mais on a encore 2 films à présenter. On va passer donc à Hérisson, qui présente un film que je ne connais pas du tout. C'est pas un film, je crois. Non, c'est pas un film du coup. C'est quoi moi, c'est un animé. C'est Food War. Alors, si on poursuit sur la plateforme de Netflix, vous avez les 2 premières saisons sur Netflix, et ensuite il y a les saisons 3, 4 et 5 en sous-titré français sur Crunchyroll, en accès gratuit, il me semble. Donc Food War, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une série d'animation où on va suivre Soma, qui est un garçon qui a appris la cuisine avec son père dans son petit restaurant familial, qui sert par conséquent des plats assez traditionnels, assez on va dire accessibles à tous, et son père, c'est un peu son héros. Ils savent pas forcément parler, mais quand ils sont en cuisine, c'est là qu'ils arrivent en fait à communiquer.
Et son père, d'un coup, dit je m'en vais, je ferme le restaurant, inscris-toi à Totsuki, une école de cuisine. Et il est là, mais c'est quoi ce délire? Non, pas trop. Il y va un petit peu forcé dans cette école de cuisine, qui est en fait la plus grande école de cuisine du Japon, où tous les plus grands cuisiniers sortent de cette école, qui a une renommée gigantesque, qui forme les meilleurs cuisiniers du monde, et il s'y retrouve. Pour lui, c'est que des gens prétentieux qui sont là à dire qu'ils savent cuisiner alors qu'ils ne savent pas le faire. Lui, il a 12 ans d'expérience avec son resto familial, donc il les prend un petit peu de haut. Il va faire le concours d'entrée, donc ça se passe d'une certaine façon. Il finit par rejoindre cette académie et comprendre qu'effectivement il y a une variété de profils, que c'est ça qui va pouvoir nourrir sa cuisine. Il apprend que son père a fait partie de cette école, et en fait au fur et à mesure il va faire des combats de cuisine, on va voir un petit peu qui il est. Il y a une multitude de personnages, et c'est ça qui est très très chouette, qui ont tous un peu leur spécialité culinaire, leur façon de voir, et qui sont pas des personnages qui restent en second plan, donc qui sont travaillés, qu'on voit un petit peu d'où ils viennent, comment ils en sont venus à ça, etc. Et on va suivre un petit peu toutes ces aventures, avec chaque saison une intrigue un petit peu une intrigue particulière pour chacune des saisons. Et c'est un peu l'animé de l'absurde, c'est-à-dire que quand ils goûtent des plats, ils sont dans des réactions incroyablement n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois c'est tellement bon qu'ils enlèvent tous leurs vêtements, ils sont dans des bains de miel, enfin c'est très exagéré. En fait, ils sont très transportés quand ils goûtent des soupes ou des... C'est ça. Juste un curry. Et du coup, c'est un univers super doux, super rigolo, qui donne très très faim. Et en même temps, c'est un peu une parodie, en même temps, j'ai l'impression que c'est une parodie d'animé, parce qu'ils jouent sur des clichés, et au fur et à mesure qu'ils développent les personnages, ils viennent les casser. Rien que le héros, on s'attend à ce qu'il soit juste trop fort, et après, en fait, on sait juste que c'est juste un gars qui a envie d'apprendre et qui est juste banal, en fait. Et j'aime bien quand ils font des persos un peu comme ça, et qui cassent les codes. Et du coup, je le recommande parce que c'est super marrant, c'est hyper déjanté, et en même temps, il y a une vraie histoire, c'est pas un prétexte à faire un truc un peu nul, et ça se regarde bien. Et du coup, voilà, moi je le recommande. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont regardé ou... Discordia, visiblement. Oui. Je l'ai vu aussi. J'ai vu juste les 2 saisons sur Netflix, moi. Et vous en avez pensé quoi? Et ça donne super envie de voir la suite, du coup. Bah ouais, en fait, c'est hyper frustrant les 2 saisons sur Netflix, parce que j'avais grave envie de regarder la suite. Après, je les ai regardées en VF, donc c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée à Netflix. Mais j'ai très très envie de passer à la VO juste pour voir la suite, parce que... Et la suite, elle est d'une intensité incroyable. Il repasse sur un format de 12 épisodes. Et je peux vous dire que l'intensité et la tension qu'il y a dans les saisons qui suivent est juste incroyable. Et pour le coup, la VF de Food War est super bien faite, parce que quand j'ai écouté, je suis passée à la VO, ça change, mais je trouve qu'ils ont bien cerné les idées quand même de caractère, donc j'ai pas été trop désarçonnée. Ouais, non, j'ai pas entendu la VO, mais vraiment, c'est ça qui a fait que j'ai regardé les 2 saisons sur Netflix, parce que vraiment la VF était nickel, quoi. Vraiment, ça donnait bien envie. On sentait qu'on était dans un anime japonais. Il donnait tout, tu sentais. Vraiment, comme tu dis, pour les plats, quand ils les goûtent, ça part, ça y est, c'est bon. Ils sont transportés. Il n'y a pas que des légumes dans la soupe, t'as l'impression, mais ça va. Tellement ça, ouais. Et on va passer à Valou, justement, qui, alors, je pense que toi, c'est sur Netflix, ton film. Non. Oui, alors c'est sur Netflix, et c'est un drama japonais, en fait, adapté d'un manga aussi, comme Food Wars. Donc juste pour pitcher un peu l'histoire, donc c'est Alice in Borderland. On suit d'abord 3 amis qui vivent à Tokyo, et en fait tous les habitants de Tokyo vont disparaître d'un seul coup, il n'y aura plus qu'eux, et ils vont se retrouver à participer à une série de jeux mortels, au cours desquels ils vont rencontrer d'autres personnages qui vont se retrouver dans la même situation qu'eux.
Et du coup, je vais peut-être pas en dire trop plus pour pas spoiler les éléments de l'intrigue parce que c'est assez court, il y a que 8 épisodes, mais ça va super vite. L'histoire est assez intense, il y a beaucoup de rebondissements, c'est hyper captivant. Et à chaque épisode, tu as vraiment envie de voir à quelle sorte de jeu ils vont jouer, qui va mourir, et comment toute l'intrigue va s'expliquer. Et la série n'hésite pas en plus à vraiment y aller au niveau voilà, de tuer des personnages qu'on n'aurait pas pensé voir mourir, ou laisser du coup ceux qui restent, les pousser vraiment dans leur retranchement. Et j'adore tout cet aspect un petit peu de... Tout cet aspect, comprendre les mécaniques un peu des jeux auxquels ils sont confrontés, voir la cohésion ou les conflits qui s'installent lorsqu'on confronte les personnalités des différents personnages dans cette lutte pour survivre, et voir toutes leurs réactions face aux dangers et tout ça. En plus, je trouve que c'est une série qui est de très bonne facture, il y a des bons effets spéciaux, il y a une bonne ambiance post-apocalyptique, et les personnages sont assez complexes et intéressants. Après, le seul truc, c'est qu'il faut se faire au jeu d'acteur japonais, hein, qui est toujours un peu particulier souvent, mais qui, moi, m'avait pas spécialement choqué. Et je veux dire, au vu de tout ce qui leur arrive, faut forcément être dans un jeu qui est hyper exagéré, en fait. Donc, je sais pas si vous aviez déjà vu cette série. Moi, Dans la watchlist, mais c'est pas encore regardé, et j'avais justement peur de ça, le côté un petit peu surjoué dont tu parles. Parce que autant dans les animés, ça ne me dérange pas. Dans les dramas, j'ai abandonné les dramas un petit peu à cause de ça, le côté surjoué qu'ils ont les Japonais. C'est encore un peu moins présent, je pense, en Corée. C'est pour ça que je regarde les dramas coréens, mais pas japonais. Mais je me laisserai tenter, du coup, ça, tu vends bien la chose. le manga va plus loin et c'est super cool. Je sais pas, Valentin, mais peut-être tu peux parler des cartes. Moi, je trouve que ça spoil pas trop, mais je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, Oui, je c'est trouvais que vrai. ça donnait une Il y a tout dimension un... vachement Enfin, déjà, plus. de base, il y a tout un délire autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle Alice in Borderland. Le héros s'appelle Harisu, donc Alice, hein, si tu transcris en français. Et voilà, tous les noms des personnages ont souvent un rapport avec l'univers d'Alice. T'as une fille qui s'appelle Usagi, donc ça signifie lapin si tu traduis en français. C'est comme Sailor Moon. T'as aussi un qui fait référence. Oui, voilà. T'en as un qui fait référence au chat de Cheshire, et plein d'autres personnages, voilà. Et en fait, au cours des jeux, ils remportent des cartes. Des cartes, ça peut être par exemple le 5 de trèfle ou le 10 de pique. Enfin, en fait, les différents jeux ont différents principes. Il y a des jeux de logique, il y a des jeux de tromperie. Par exemple, les jeux de tromperie, on remporte des cartes de cœur. Et plus la valeur est élevée, et plus le jeu en fait est difficile. Et à un moment donné, je veux pas trop spoiler, mais en gros, il va y avoir un petit peu cette course à trouver les cartes et se dire que c'est peut-être ça qui va permettre peut-être de pouvoir résoudre un petit peu cette situation-là dans laquelle sont les personnages. Eh bien, merci pour cette présentation, Valou, parce que du coup, ça a l'air intéressant. Mais voilà, chacun a eu ses 2 minutes, et malheureusement, les 2 minutes ont été plus que dépassées pour tout le monde. Donc, on va passer au gros sujet de la semaine. On va rester un peu dans le vidéo club. Alors le gros sujet, je pense que tout le monde n'a pas forcément vu cette série, donc ceux qui en ont vu, en tout cas c'est moi qui vais le présenter. La question, on va parler, alors désolé, mon accent est pourri, en français on dit les 100, et Kyotenshi, comment on dit en anglais? The 100. Un Merci. truc comme ça. Ou alors on Ce le fait flegme. comme... Ou alors on le fait comme Netflix l'a fait en annonçant, parce qu'en effet si on en parle aujourd'hui c'est parce que Netflix le 1er avril a diffusé la 7ème et dernière saison de The 100, c'est comme ça qu'ils l'ont écrit, ZE 100, en assumant pleinement que les Français le disaient The 100. Et donc oui, Moi, je l'aurais dit comme ça en vrai. oui, J'ai mais pas vu, mais c'est devenu le running gag, tout le monde en France dit The 100. On dit même pas les 100 dans ces The 100. Et donc ouais, Netflix la diffuse depuis le 1er avril, cette dernière saison, alors que ceux qui la regardent en diffusion simultanée comme on le faisait avec Kyotenshi, nous on l'a vu la dernière saison, l'été dernier, parce que le dernier épisode était diffusé mi-septembre. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur Gay Geek, qui est la vidéo qui cartonne le plus en ce moment. Merci Netflix, bah oui, parce que personne l'a regardé. Netflix a diffusé la saison 7, et là je suis à 13 000 vues. Merci Netflix. Et oui, cette saison, on va en parler un petit peu, mais juste avant, parmi vous, qui a regardé cette série, mais surtout, jusqu'où êtes-vous allé dans la série?
terminé du coup. Oui, toi oui, on la et les regarde un autres petit peu ensemble. Premier épisode. Alors, Discordia, pourquoi ne pas avoir été plus loin que le premier épisode? Franchement, ça m'a saoulée. J'ai vu déjà les problèmes arriver en mode « Ah là là, Micheline, elle a fait ci et tout, mais non, faut croire machin, c'est lui le vrai chef et tout, elle est gentille, elle est pas gentille. » Franchement, ça m'a rappelé le lycée, j'avais plus envie. T'as la même difficulté que moi au début. La première saison est très difficile à regarder car très teen. Les premiers épisodes. Ouais. Vraiment, les 6, 7, 8 premiers épisodes. C'est des saisons qui ont entre 13 et 16 épisodes. Mais oui, il faut les passer. Et Valentin, Hérisson, Charnabog, vous l'aviez regardé ou pas du tout? Moi, j'ai Je pas n'ai regardé. jamais entendu parler de cette série. Donc, Oh, mais comment? Et les autres? Ah, j'ai pas vu du tout. Et ben nous on l'a regardé avec Tenchi, donc moi je l'ai regardé depuis le début parce que je l'ai découvert et j'ai dépassé le premier épisode contrairement à Discordia, et c'est une série que j'ai appris alors je l'ai pas aimé dès la première saison, c'est vraiment arrivé à la fin de la saison 1 où j'ai commencé à accrocher en me disant waouh, ça va plus loin que ce que j'aurais pensé, parce qu'en effet c'est une série CW, le côté ado il s'enlève parce que ils sont confrontés, je vais pas parler de Clark, l'héroïne qui est confrontée constamment à des choix mais de cornéliens, elle doit tuer des gens pour sauver d'autres gens, il y a des choix à faire, à quel prix on est prêt à tuer des gens et pour sauver son peuple, mais qu'est-ce que c'est son peuple, est-ce que c'est la race humaine, est-ce que c'est les gens avec qui on a vécu, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Joanne, de ton côté, avant que je continue, qu'est-ce que tu as pensé de la série dans son ensemble et qu'est-ce que tu as pensé de la dernière saison? Une série qui est assez inégale dans l'ensemble, je pense. Il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas toujours exploité, et je pense que c'est justement ce que tu disais tout à l'heure. C'est fait par CW, et on sent que CW ose pas toujours aller au bout des choses. Alors, ils font des choses parfois, hein, et ça a salué, mais globalement, il y a pas mal de trucs, d'éléments ratés. J'ai pas accroché autant à la série qu'Aldric, c'est sûr. Ce qui a un petit peu montré finalement, c'est que ce truc-là, l'humanité fait mal, c'est le message de la série finalement, c'est répété en boucle, et même du coup au niveau de la fin de la série, où on dit il y a pas d'espoir en fait pour l'humanité, c'est juste pas possible. Et c'est plutôt bien illustré ça pour le coup. Je vais te laisser en parler, Aldric, par contre, parce que j'ai totalement oublié la saison 7. Moi, 6 mois, ça me suffit pour oublier une série que je trouve pas mémorable, hein. Game of Thrones, je m'en souviens, encore que la dernière saison, j'aimerais pas m'en souvenir, mais Beyond Red, j'ai pas trop de souvenirs de la dernière saison. Donc, moi j'ai beaucoup aimé la dernière saison, alors j'ai beaucoup aimé chacune des saisons, même si je reconnais qu'il y a des inégalités. La série, elle a osé des choses. Déjà, c'est une série un peu comme Lost ou un peu comme Game of Thrones. Clairement, t'attaches pas trop aux personnages parce que tout le monde y peut crever. Les personnages principaux, les personnages secondaires, enfin voilà, dès le début de la série, au bout du 4ème épisode, t'as un personnage principal du casting qui meurt. Le love interest principal de l'héroïne, il meurt dès le début de la saison 2. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui arrivent, et tous des personnages attachants. Et je reviens sur une chose importante de cette série, le Clexa, Clark et Lexa, qui a été, je pense que la série est surtout connue par des gens qui ne l'ont pas vue à cause de la polémique autour de Lexa. Lexa qui est donc un personnage introduit au début de la saison 2 et qui est donc c'est une jeune commandante des Gronders, donc du peuple de la Terre, qui est donc un personnage génialissime que j'adore, que j'idolâtre énormément, et qui est lesbienne et qui va tomber entre guillemets amoureuse de Clark, donc l'héroïne féminine du peuple du ciel, entre guillemets, et qui est un peu le leader, hein, de ceux qui viennent de là-haut. Et il y a une histoire ultra intéressante qui va se nouer entre les deux, de rivalité. Elles vont apprendre à se comprendre, à travailler ensemble, même s'il y a plusieurs choses, et tomber amoureuses, bien évidemment. Et il y a la saison 3 qui va créer un scandale qui va tuer Lexa. Donc Lexa meurt, mais pas comme une guerrière, comme une combattante. Non, elle meurt d'une balle perdue après avoir passé une nuit d'amour avec Clark. Et là, il y a tout. Je pense que ceux qui connaissent Buffy vont penser à Willow et Tara. Tara qui meurt d'une balle perdue après avoir passé une belle nuit d'amour avec Willow. Et en fait, il y a énormément. Alors un hommage. C'est surtout beaucoup de gens en fait ont un peu critiqué ça, où il y a, je sais plus comment s'appelait le hashtag de l'époque contre ça, où en fait ils ont tendance à tuer un peu facilement les personnages LGBT, et encore plus lorsqu'elles sont lesbiennes, plus que les gays. Et donc ça avait vraiment créé un scandale, ça avait vraiment pas du tout. Surtout que Lexa était vraiment le personnage apprécié, à tel point que ceux qui connaissent l'application TV Showtime, toutes les saisons après, 4, 5, 6, 7, jusqu'au dernier épisode, tu avais des gens qui votaient pour leur personnage préféré, Lexa, parce que ils voulaient qu'elle revienne absolument. Et donc la série nous a offert d'ailleurs un très bon, voilà, une très belle chose, en ramenant justement Lexa dans le final d'une certaine manière. Et donc cette dernière saison, moi je l'ai beaucoup appréciée, parce que tu le disais, Joanne, le message il est que en effet,
l'humanité ça craint un peu et c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choix et tellement de choses à faire et les humains ont tendance à reproduire un peu la même chose, le même schéma, peu importe les circonstances, peu importe les personnages, on a tendance à tout détruire et à tout casser et c'est pas forcément bien. Et il y a vraiment, moi je trouve dans le final de la série, un très beau message. Parce qu'ils arrivent finalement à, entre guillemets, à sauver toute l'humanité, enfin l'humanité, les humains, et qui vont transcender, alors dit comme ça pour ceux qui connaissent pas c'est un peu bizarre, mais du coup accéder à un statut supérieur où voilà, ils deviennent... Qu'est-ce qu'ils deviennent déjà, Joanne? Je sais plus trop dire. Des sortes d'entités qui n'existent plus dans le Oh Ouais, là ciel. là. c'est ça, c'est des entités supérieures, quoi, un petit peu comme. Bon, je vais illustrer ça de manière encore une fois religieuse, mais comme des anges finalement. Oui. Ah oui. Sauf Clark, l'héroïne. Elle a pas le droit. Oui. Parce que Ah, d'accord. Clark, et c'est Lexa qui vient lui expliquer ça justement, et Clark elle a pas le droit parce qu'en fait elle a fait trop de choses pas bien. En fait à vouloir sauver tout le monde, et ben, elle a pas pu se sauver elle. Parce qu'elle a voulu C'est faire ballot. passer les autres. Oui c'est ballot. Mais il y a un très beau message où en fait la plupart de ses amis, en tout cas de sa famille de cœur, donc de personnages importants qui ont gravité autour d'elle, ils sont une dizaine pendant toutes ces saisons, font le choix du coup de revenir de la transcendance et donc ils reviennent sur Terre pour ne pas la laisser seule. Sauf que message horrible ou pas, c'est ils ne pourront pas avoir d'enfants, ils ne pourront pas avoir de descendance et ils seront les derniers humains sur Terre. Donc au final, la série, enfin bah voilà, on va s'arrêter là et il y aura pas de l'humanité va s'éteindre après 7 saisons de différents conflits et choses pour sauver le plus grand nombre, les sauver les peuples et ainsi de suite. Et vraiment cette série moi elle m'a bouleversé parce que quand j'ai fini cette saison, quand j'ai fini cette série, je me suis dit mais mince, c'était une des rares séries que je continue à suivre en diffusion américaine. Je pense que comme beaucoup aujourd'hui, on est tous dans le big watching et on regarde les séries saison complète par saison complète. Et c'était une des rares séries que je suivais encore comme ça. Et pour moi, la fin de The 100, ça met un peu une fin, je trouve, à toutes ces séries-là, qu'on suivait encore de cette manière-là. Et c'est une série malheureusement souvent sous-évaluée. Parce que, comme Discordia, beaucoup se sont arrêtés à la première saison ou au premier épisode. J'ai plein d'amis qui m'ont dit: oh non, j'ai pas dépassé les premiers épisodes, c'est trop teenage ou quoi. Alors qu'elle le mérite vachement. Et je trouve que c'est le parfait exemple de ces séries-là qui, du coup, la série n'est pas à l'image de sa première saison. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est une série aussi qui est très portée sur les personnages féminins forts. Clairement, le message de la série, c'est aussi les personnages féminins, c'est les meilleurs. Vraiment, bah on a Clark, mais on a aussi Raven qui est l'intelligence, voilà, le personnage le plus intelligent. Enfin, c'est grâce à elle qu'il sort de beaucoup de merde, hein, clairement. On a Octavia qui est à l'inverse de Clark, qui est, on va dire, un leader un peu plus enfin, Octavia est plus sanguine, oui, et du coup, va devenir une reine un peu plus sauvage hein, à un moment. Et c'est vrai que les personnages féminins d'essence sont très bien travaillés, à l'inverse des personnages masculins qui sont soit un peu maltraités ou voilà, on va finir là-dessus, mais je pense que la plus grosse déception de la saison 7 pour tout le monde, ça a été Bellamy. Je pense que t'es d'accord, Joanne. Oui, c'était un petit peu rushé. Après, bon, il y avait des causes, tu m'avais indiqué derrière, où le Bah, l'acteur a personnage voulait plus apparaître. l'acteur a voulu quitter la série. Ils lui ont dit ok, mais fais quand même 3 épisodes et donc du coup, le personnage est tué, mais c'est un personnage principal qui est tué, mais tellement. Enfin voilà, c'est vraiment. Et là, tu te rends compte à ce moment-là aussi à quel point la décision de enfin, la partie production, notamment avec les acteurs qui veulent quitter une série à un moment, peut vraiment faire du tort et du mal à une série ou à un film. Oh oui. Et puis, mais le personnage, pour revenir juste sur ça 2 minutes, oui, c'est une série qui est très très féministe et qui a même tendance à faire passer les hommes hein, pour des bêtes, hein, parce qu'ils en sont Ah oui. toujours réduits à ce statut. Nous, ce qu'on veut, c'est bagarre. Mais c'est les femmes qui règlent le conflit, mais tous les personnages Oui, importants oui. de la série sont des femmes. Et c'est vrai que. Et c'est aussi, pour le coup, et Clark est une des rares héroïnes bisexuelles. Enfin, je le dis, mais c'est important. Je veux dire, souvent c'est ou t'es lesbienne ou t'es gay. Enfin, bisexuelle, on n'a pas tant de personnages importants que ça dans les séries. Et là, voilà, elle aime aussi bien les femmes que les hommes. Bon, son plus grand amour aurait été une femme. Mais voilà, c'est aussi important et c'est plutôt pas mal. On va passer à la partie suivante, jingle. Branche ta manette, on va parler de jeux vidéo. Quels sont les jeux vidéo auxquels on joue en ce moment? Je vais me faire passer en dernier. On va commencer par Discordia. Quel jeu t'as envie de nous présenter aujourd'hui?
Et ben dans ce cas-là, je vais vous présenter un jeu, j'imagine que vous en avez tous un peu entendu parler, parce que ça a fait le buzz sur Twitch. D'un coup, tout le monde s'est réveillé avec une envie folle de jouer au même jeu, qui est donc There is no game. Et voilà, donc je pense qu'on en a tous vu passer, il y a des VOD sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, vraiment, il y a de quoi regarder. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, juste de vous divertir, allez-y. Plein de streamers en ont profité. Et en gros, ce jeu est d'un concept fou. Un jeu qui n'est pas un jeu, et oui, pendant plus de 5 heures, alors j'y ai joué, j'ai acheté le jeu sur Steam pour 12,99 €, donc voilà, c'est assez accessible comme jeu, et pendant 5 heures, il paraît que c'est un résultat plutôt correct, pour résoudre le jeu. Vous allez tomber sur beaucoup d'énigmes pour essayer d'avancer dans une fausse histoire où il n'y a soi-disant pas de gameplay, mais en fait vous avez un narrateur qui va vous accompagner pendant toutes ces heures de jeu et pour vous empêcher en fait d'avancer parce qu'il vous dit mais non, ce n'est pas un jeu, vous n'avez pas besoin de jouer, rentrez chez vous, quittez le jeu, allez-y. C'est bon, c'est fini, il n'y a rien. Donc, pendant 5 heures, on se prend cette voix de narrateur qui est très amusante, soit dit en passant, avec un humour assez cynique. Donc, et justement, il faut être hyper inventif parce qu'il faut contourner un peu le cadre qu'on connaît tous du jeu vidéo lambda. Et il faut contourner un peu toutes ces règles qu'on connaît tous si bien et faire preuve aussi de beaucoup de persévérance parce que il faut avancer dans cette histoire un peu romantique sur les bords, vous le découvrirez, mais voilà, c'est vraiment un jeu, pour moi c'est du pur divertissement, il n'y a pas besoin d'avoir des réflexes de dingue pour y jouer, et c'est accessible vraiment pour des gens qui veulent jouer à un petit jeu vidéo sans trop se prendre la tête, ça vaut le coup, allez-y. Et There is no game, en tout cas, c'était pour moi un bon souvenir parce qu'au départ, c'est un point and click qui existe depuis 2015, je crois. Et qui en fait, c'était un petit point and click qui justement reprenait le même concept de ce n'est pas un jeu, rentrez chez vous. Et donc son créateur a décidé en 2020 de faire un Kickstarter qui n'a hélas pas marché, en 2016 pardon, un Kickstarter qui n'a pas marché, et en 2020 heureusement il a réussi à trouver les fonds et c'est un créateur français qui a réussi à produire ce merveilleux jeu et je vous le conseille, et aussi pour sa bande originale qui est aussi achetable sur Steam. Vous allez voir, il y a des musiques qui sont génialissimes et voilà, je vous le conseille, c'est une belle découverte si vous ne le connaissez pas. Moi je le connais pas, mais j'adore les point and click et du coup j'avoue que tu m'as... Non, vas-y, franchement, il n'y a aucune hésitation à voir. C'est un des meilleurs jeux que j'ai fait l'an dernier, pour le coup. Et pourtant, j'en joue à beaucoup. J'en ai joué à plus de 60 l'an dernier, donc... T'étais précurseur parce que sur Twitch, ils se sont tous réveillés d'un coup en se disant « Ah tiens, ça existe ce jeu !» alors qu'il est sorti l'année dernière. Ouais, j'ai eu une clé. Du coup, je suis rédacteur également pour Game Guide, en plus de Game Geek. Et j'avais pu tester le jeu par ce biais-là. Et vraiment une très 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 bonne expérience. Et l'OST est magique, surtout la chanson d'amour. Oui. Ne serait-ce que pour ça, il faut faire ce jeu. Oui, la chanson de Gigi. Franchement, juste pour vous donner un petit aperçu, allez taper Gigi Song There is no game sur YouTube, vous allez voir, vous serez convaincus. Ouais. Faut juste avoir pas peur de l'anglais. C'est traduit, il y a un sous-titrage français bien entendu, oui. Mais c'est un peu dommage pour un développeur français. C'est une version anglaise, mais c'est à cause du manque de moyens. Après, il a un accent français de ouf, alors si vous voulez travailler votre anglais, c'est le moment. On va passer à Chernabog, qui nous présente donc... Oui, Absu. Absu, c'est un jeu vidéo indépendant développé par le studio Giant Squid, qui ont fait déjà des jeux comme Flower et Journey. Alors j'en parle déjà parce que c'est le dernier jeu que j'ai fait. Puis aussi, je précise qu'en ce moment, il est gratuit sur le PlayStation Network pour la PlayStation 4 jusque fin avril, je crois, à vérifier. Mais voilà, donc il fait partie des jeux qui ont été mis gratuitement ces derniers temps. Donc voilà. Et donc Absu, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est alors moi, j'ai pas fait Flower, je précise, mais j'avais fait Journey, que j'avais adoré. Et Absu, on est un peu une suite spirituelle. Ça reprend un peu
pas le principe, mais il y a un peu la même ambiance. En fait, on joue un personnage. Alors, officiellement, c'est un personnage féminin. Ça m'a un peu surpris parce que c'est pas forcément évident. Un peu comme dans Journey, c'est un personnage un peu neutre, quoi, dans tous les sens. Et en l'occurrence, en fait, quand ça se passe dans les fonds marins, en fait, on navigue, entre guillemets, à travers des niveaux sous la mer. Et alors c'est comme Journey, c'est un jeu qui repose beaucoup sur l'ambiance, hein, le gameplay est pas hyper recherché, hein. De toute façon c'est un jeu vidéo indépendant, je précise encore une fois, hein. Donc c'est un jeu vidéo qui est pas très long non plus, qui peut parfaitement se faire surtout en ligne droite en une seule partie. Mais voilà, ça repose essentiellement sur l'ambiance, les graphismes sont très très beaux, la musique est à tomber par terre comme dans Journey. Et voilà, et la fin est assez émouvante. Donc voilà, si vraiment vous recherchez un jeu qui vous détende, qui repose sur l'ambiance. Sachant, alors il y a des énigmes qui peuvent être un peu compliquées, mais c'est pas non plus. J'ai vu que des gens faisaient la comparaison avec École Dauphin, qui est un jeu vidéo qui était sorti il y a pas mal de temps maintenant sur les consoles Sega, où on contrôlait un dauphin, pareil dans des niveaux sous la mer du coup, mais qui avait des énigmes très alambiquées. Là, c'est beaucoup moins le cas, hein. Ça reste des énigmes largement faisables. Donc voilà, Absu, si vous voulez un petit jeu qui vous détend le soir, c'est une très bonne option, je pense. Eh bien, on note ça. Et on va laisser la parole à Kyotenchi qui va nous présenter. Je laisse son jeu parce que je ne sais pas le dire. It Takes Two, donc c'est ça, un petit jeu qui est sorti fin mars, enfin, un petit jeu d'une douzaine d'heures quand même, donc on n'est plus vraiment sur du petit jeu. C'est vendu une quarantaine d'euros et c'est édité par Electronic Arts, qu'on connaît entre autres pour les FIFA et Battlefield. Pas grand chose à voir, je vous rassure toutefois. C'est un jeu qui se joue uniquement en coopération, donc prenez votre conjoint ou prenez votre ami, meilleur ami éventuellement. Le conjoint, je pense que ça reste le meilleur Quand choix on n'en a possible. pas. Les amis dans ce cas-là, mais parce qu'on va y jouer un petit couple en fait, hein, qui est Cody et May qui ont passé plusieurs années de vie ensemble, qui ont une petite fille mais qui ne s'entendent plus du tout, et ces gens-là ils annoncent justement à leur petite fille qu'ils vont divorcer. Assez triste hein, du coup comme départ. Pour autant, ce qui va se passer c'est que la fille elle va dire d'accord je comprends, elle va s'isoler dans sa chambre, elle va pleurer sur les petites poupées à l'effigie de ses parents. Ces larmes vont avoir un effet magique et les parents du coup vont se réincarner dans ces petites poupées et ils vont devoir traverser une série d'épreuves en coopération à l'aide du docteur Hakim, qui est un petit livre de thérapie de couple que la fille avait trouvé sur la route, si je ne dis pas de bêtises. Heureux hasard hein, en l'occurrence, et grâce à l'aide de ce livre qui parle, qui est doté d'un petit accent espagnol du plus bel effet, ils vont devoir résoudre toute une série d'épreuves en traversant dans la maison, un petit peu comme Maman j'ai rétréci les gosses, donc on se retrouve C'est Chérie, comme ça. j'ai rétréci les gosses. Oui, Chérie Ah oui. j'ai rétréci les gosses, pardon, Maman j'ai raté l'avion, j'avais dans la tête, autant pour Oui, moi. voilà, c'est ça. Donc Chérie j'ai rétréci les gosses, merci pour la correction, et on va devoir traverser le jardin, la maison, le garage, des choses comme ça, sauf que du coup on mesure 3 cm, hein, c'est un petit peu plus compliqué dans ces cas-là, et ce que veut faire passer le jeu comme message, c'est collaboration. Donc on n'a pas le choix, on doit collaborer à deux. La bonne idée du jeu finalement, c'est qu'on achète un exemplaire, 40 euros, on peut le partager avec un ami, soit en ligne, hein, si l'ami est à distance, ou alors on peut y jouer en local sur le canapé à deux, c'est en écran scindé. C'est une excellente surprise, en l'occurrence je l'ai fait en 4 petites soirées avec un ami. Pas avec moi, en gros tout cas. plaisir. Pas avec toi, et je le regrette un petit peu. Je le regrette, oui et non, finalement, parce que c'est un jeu qui va vous demander quand même un petit peu de challenge, et qui n'est pas forcément adapté, du coup, pour les gens qui ne sont pas joueurs. Dans un couple, ça arrive souvent qu'il y en a un qui est joueur, l'autre pas. Parfois les deux, parfois aucun. Bon, parfois aucun, ça va être compliqué. Mais du coup, toujours est-il que je pense pas que ce soit insurmontable pour un couple avec un joueur, un non-joueur. Pour autant, il risque d'y avoir des disputes. C'est bien, c'est ce que montre le jeu d'un côté. Donc, c'est peut-être bien de se disputer sur le canapé en même temps. Mais du coup, non, vraiment un excellent jeu d'aventure qui va vous faire passer de très bons moments. 40 euros, c'est une petite somme. C'est un peu plus cher que There Is No Game que je recommande également. Mais ou Abzu d'ailleurs, qui est très très bien. Mais je pense que ouais, si vous souhaitez un jeu en coopération, c'est vraiment un des meilleurs jeux qui est sorti aisément ces 5 dernières années. Donc vous pouvez foncer, excellente histoire. Eh bien, Pas- on demandera la prochaine fois si Discordia et Hérisson l'ont essayé avec leur conjoint. Moi, je vais le prendre. Moi, je pense que je vais le prendre. Vu que, justement, comme dit Kyotenchi, mon copain et moi, on est tous les deux geeks. Donc, ça devrait aller, justement.
Ça va bien se passer logiquement, oui. Et c'est disponible du coup sur PS4, Xbox, PC. Donc si Discordia est célibataire prochainement, vous saurez que c'est à cause de Kyotenchi et de son jeu. Voilà. Merci. Désolé. Ne m'appelez pas, hein, surtout. Voilà. On va laisser Hérisson présenter son jeu. Encore un titre anglais, je lui laisse le dire. Moi, je vais présenter le dernier Monster Hunter, sur Rise, qui est du coup le dernier sorti le mois dernier. Sa particularité, c'est de se situer dans le Japon, dans vraiment une ambiance japonaise et tout. Donc, pour les amateurs du Japon, c'est très très sympa. Il reste un petit peu dans la lignée que... on va dire le plus gros titre de Monster Hunter qui était sorti, qui était Monster Hunter World, a eu pour objectif en fait de casualiser un petit peu le jeu. Les Monster Hunter sont quand même des jeux assez difficiles, c'est très très dur en vrai quand t'as pas un petit peu toute la mécanique et l'idée derrière de le commencer, surtout si on est seul. Et depuis Monster Hunter World, ils ont cherché un petit peu à le casualiser, à le rendre plus accessible aux nouveaux joueurs, et Monster Hunter Rise est un petit peu dans cette lignée, donc c'est cool qu'il soit resté là-dedans. Donc c'est un jeu où on va jouer des chasseurs de monstres. Chaque monstre a ses particularités, ses patterns. Il y a des nouveaux monstres du coup avec cette édition, dont un kitsune qui est trop trop mignon, et un dragon avec une tête de fesse aussi. Bon, il y a des erreurs aussi. De sacrées ambiances. Ouais, un peu. Et du coup, voilà, on va aller chercher à combattre ces dragons, à prendre un peu leurs patterns, etc. On va les combattre pour récupérer des matériaux pour craft. L'environnement aussi est assez vaste et assez libre, donc on peut aller le parcourir pour récupérer aussi différents éléments pour crafter des potions, des armes, etc. Et voilà, il a une grande particularité de pouvoir être joué en multijoueur jusqu'à 4 joueurs, donc de faire des chasses avec ses amis, ce qui est, on va pas se mentir, l'attrait principal de ce jeu. Et il a moi j'ai tendance à pas aimer qu'on m'impose des armes, notamment les épées, boucliers ou haches. Moi j'aime pas trop ces armes-là. Et il y a une très très grande variété d'armes dans ce jeu. Et je trouve ça super chouette parce qu'il y en a pour à peu près tout le monde. Tout le monde va trouver un petit peu l'arme qui lui convient. Il y a des gameplays différents, il y a du soutien, il y a de l'attaque lourde, de l'attaque plus rapide, etc. Et je trouve ça vraiment très très cool. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je t'avoue que moi qui ne suis pas gamer, je n'ai rien compris de ce que tu as dit, mais je suis sûr que nos auditeurs auront tout compris. J'ai compris un peu, pourtant j'ai pas joué au jeu, mais j'ai compris. Ça va. Ça va alors. Et on va aller passer à Valou, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, le Valou. Tu nous présentes... Alors au début j'ai cru que c'était Sakura. J'ai quoi, il y a un jeu sur Sakura qui veut nous présenter. Mais en fait non, c'est Sakuna. Sakuna, donc c'est un jeu qui est sorti sur Switch, PC et PS4. Alors moi je l'ai sur Switch, et c'est un jeu d'action et de gestion où vous incarnez Sakuna, justement, déesse japonaise des récoltes, qui se retrouve exilée sur une île et qu'elle doit débarrasser des démons, mais sur laquelle elle doit également cultiver du riz, puisque c'est en ça qu'elle va puiser son pouvoir. Alors du coup c'est un jeu à la fois d'action-combat en format plateforme, et à côté vous avez des phases de jeu en 3D normal pour la culture du riz. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a des phases combat très nerveuses si on veut se défouler, et il y a des temps calmes pour la simulation de vie de ferme, un peu à la manière Harvest Moon, dans tout cet aspect culture du riz. Et j'adore ce jeu parce que j'adore déjà les ambiances décors japonais et tout ça, baigné à travers les mythes un petit peu shinto et tout ça. Voilà. Le seul problème qu'il y a pour moi pour le jeu, c'est qu'il n'est pas en français. Il est que en anglais et je suis très nul en anglais. Du coup, j'irai jouer à There Is No Game pour m'entraîner. Ça m'a donné envie. Pour boucler la boucle. Je te comprends, moi les gens en anglais j'ai beaucoup de mal. T'avais des choses à rajouter dessus peut-être? Non, c'est tout. Moi, C'est bien. réagir. Non, présentation précise, concise, brève. J'aime beaucoup Valou.
Merci Valou, quelqu'un qui respecte la 2 minutes. Avant de passer au sujet de toute façon, tu auras beaucoup plus de choses à dire sur le sujet de la semaine, je te connais. On va passer au petit jeu que je voulais présenter. Alors c'est rien à voir, moi c'est un jeu sur mobile et c'est comment je me suis sevré, n'est-ce pas Johan, de Disney Magic Kingdom, qui est un jeu que j'ai découvert moi à sa sortie, donc il y a déjà 4-5 ans. J'y ai joué dès le début, donc c'est un jeu mobile. Comme souvent les jeux mobiles c'est gratuit, en apparence. Et puis c'est un jeu dans lequel j'ai perdu des centaines et des centaines et des centaines d'euros parce que c'est un jeu, le but du jeu c'est assez simple, on gère un parc Disney comme un parc Disney World, sauf que le but du jeu c'est pas des attractions, en fait ce sont les maisons et univers des personnages de Disney, et en fait le but du jeu c'est que tous les 2-3 mois ils rajoutent en fait un univers, et tous les Disney ils sont Aladdin, Blanche-Neige, Cendrillon, Peter Pan, La Belle et la Bête, enfin voilà, tous les Disney sans exception ils sont rajoutés au fur et à mesure. Aujourd'hui il y a quasiment tout, et sauf que il faut jouer beaucoup, donc matin, midi et soir, pour débloquer des événements, enfin des choses, des progressions. Et puis il y a des moments, le but du jeu c'est aussi de collectionner tous les personnages et tous les lieux. Et quand on n'y arrive pas, on achète des coffres par exemple, ou on achète des boosts pour avancer un peu plus vite. Et on dépense de l'argent et au début on se rend pas compte. Et après t'es un pigeon, et voilà. Et voilà. Donc, je voulais en parler parce que j'ai passé quand même, c'est un des jeux mobiles avec lequel j'ai le plus joué. Je me suis sevré un peu malgré moi, c'est parce que récemment mon iPhone 7 que j'avais avant tenait plus enfin il y avait un problème de place et tout ça, donc j'ai dû désinstaller des choses, et au sacrifice j'ai désinstallé Disney Magic Kingdom, et bien que j'ai changé d'iPhone, merci Johan, je ne l'ai plus réinstallé, je l'ai pas réinstallé, j'ai pas rejoué, en me disant ok je me suis sevré, et je sais très bien que si je le remets ça va être à nouveau une galère au niveau de l'argent, et un peu comme tous les jeux mobiles. Donc Disney Magic Kingdom sur le papier c'est génial, c'est parfait, ça vend du rêve, c'est plein de Disney, mais en vrai, c'est juste une pompe à fric. Donc, fuyez, n'y allez pas. Et on va passer au jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, c'est ce mois-ci. Je sais plus la date exacte, mais en fait, les 20 ans de. Vas-y, Valentin. Pokémon or et argent. Oui, Valentin, le spécialiste Pokémon. La question elle est simple. Qui a joué à Pokémon et Argent? Quand? Comment? Pourquoi? Quels souvenirs vous en avez? Vas-y Valentin, hein, c'est ton sujet Pokémon, lance-toi. Bah moi déjà j'y ai joué, hein, évidemment. Alors à quel âge? Je me souviens plus trop. Je devais avoir peut-être 8 ans quand il est sorti, c'est possible ça? Environ. Oui, t'es jeune, c'est possible. Ouais, donc j'y avais joué évidemment sur Game Boy, hein, quand il était sorti, hein, la première fois. Et j'avais adoré ce jeu. Alors à la base c'était mon frère qui avait eu le jeu, mais j'arrêtais pas de lui shipper pour jouer avec. Je lui disais non mais j'entraîne juste tes Pokémon, t'inquiète. Et en vrai j'avançais dans l'histoire. Tu faisais les badges. Et les autres, Discordia, Hérisson, vous y avez joué aussi j'espère? Oh bah oui, Lugia Forever, hein, évidemment. Ah, Lugia aussi, j'avais pris, c'était argent Lugia, hein, du coup, ouais, c'était... Ah oui, c'était argent. Donc, moi, de toute façon, j'ai vu Lugia, je suis tombée amoureuse, et puis j'ai dit à ma mère de me l'acheter, voilà, c'était obligé, et je l'ai supplié jusqu'à ce que ça soit arrivé, et effectivement, j'ai pu jouer à ce jeu. Alors, j'y comprenais rien parce que j'étais peut-être un peu trop jeune, j'avais vite fait piquer la Game Boy pour jouer à Pokémon version jaune à mon cousin, et donc c'est comme ça que j'avais découvert Pokémon, et en fait je crois que justement Pokémon Argent a été mon premier jeu Pokémon vraiment à moi, avec ma console, et c'était un peu compliqué parce que j'étais toute seule. Voilà. Chernabog, t'y as joué toi? Non, moi, au niveau Pokémon, je me suis arrêté à la version jaune pendant très longtemps, et récemment, on m'a offert d'occasion, évidemment, la version rouge-feu en anglais. Mais voilà, c'est niveau jeu, non, j'ai pas du tout joué à partir de la deuxième génération, non, absolument pas. Non. Donc Chernabog est dans un monde parallèle, on le met de côté. Et moi, j'y ai joué aussi, du coup, quand j'étais petite, avec mon papa. Moi, j'avais argent aussi comme Discordia, et lui, il avait or, et j'ai rejoué au lycée avec ma meilleure amie, puisque moi, du coup, mon Pokémon préféré, c'est Hérissandre, et elle, Kaiminus, et on s'est refait l'aventure aux pauses midi. Ah, Hérisson, c'est trop adorable. Trop mignon. Et du coup, Kyotenchi y a joué aussi, parce que tu nous avais acheté, quand au début on s'est rencontrés, t'avais acheté la version remake, enfin pas remake, c'était quoi que tu nous avais acheté?
C'était la version Nintendo eShop qui était ressortie de Pokémon vert et rouge, que je nous avais acheté, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, or et argent. Or et argent, Ah pardon. oui. Une génération en dessous. Oui, j'avais acheté ça et j'étais un petit peu dégoûté parce que c'était pas une cartouche, mais c'était juste une simple boîte en carton, J'avoue. comme à l'époque, avec un code dedans pour aller récupérer le jeu. C'est ça. Je ne sais pas Oui. où sont les boîtes en carton d'ailleurs, je crois qu'on les a jetées. Il y avait Non, elles cet sont là. effet vieille boîte Game Boy alors que en fait c'est juste Oui. le code dedans. C'est ça, c'était horrible, la déception. J'avais téléchargé et c'était bref dégoûtant. Ça rendait bien juste sur la vitrine en fait. Et du coup, oui, Pokémon Or et Argent, ma génération, peut-être pas la génération préférée, mais la génération avec laquelle je me souviens avec le plus de nostalgie en tout cas. Oui. J'avais eu la Game Boy à ce Noël-là. Mon frère et moi avons eu chacun une Game Boy. Oh, quel Noël gâté, avec une PlayStation en prime. Je crois que c'est le meilleur Noël que j'ai passé de ma vie en tant qu'enfant. Et Pokémon qui occupait des jours et des nuits, les fameuses nuits sous la couette où on s'éclairait avec une lampe torche pour pouvoir passer la 6e arène ou capturer un Pokémon et le faire monter le niveau 40 parce que c'était pas le bon type pour aller affronter le monsieur qui était dans l'arène. Oui, de grands souvenirs sur Pokémon Or et Argent. Mais Très bon. les jeux étaient très bons. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ces versions-là, Complet, surtout. complet. Mais en plus, j'avais aussi beaucoup aimé Crystal, hein, la troisième version. Mais c'était qu'après avoir fait Johto, on pouvait retourner à Kanto et faire les arènes de Oui. Pierre, Ondine et compagnie. Je trouvais ça tellement génial de poursuivre l'histoire là-bas. Parce que, à ma connaissance, aucun autre jeu n'a fait, quoi. Après, Ah bon, non, après, mais ça, c'est une des choses dont je rêvais avec les Pokémon qui sont sortis sur Nintendo Switch. Moi, je rêve que sur Pokémon Épée, ils disent bah écoutez, on sort un pass et Oui. vous allez pouvoir aller à Kanto. Je suis refait, je suis plus heureux des hommes. Non. Euh, moi, je rêve d'une chose. Je pense être la seule personne au monde à rêver de ça. Quand à chaque fois il y a des annonces, je rêve d'un Let's Go Johto. J'ai adoré puis, Pokémon Let's Go Pikachu Mais il y a et déjà Earth Gold et Soul Silver, c'était bien ça comme remake. ouais. Ouais, En j'aime tout bien les Let's Go, c'était pas trop compliqué Les pour remakes, lui. des remakes. Oui, vous y êtes très Mais en tout cas, Pokémon Ah ouais, Or et mais- Argent. C'était quoi déjà Earth Gold et Soul Silver? C'était les versions DS, non? On est d'accord, c'est ça? Non, Ouais, c'était les Earth Gold. remakes sortis sur DS, ouais. Oui, voilà. Ok. Mais la problématique aujourd'hui, je pense que comme beaucoup, c'est que maintenant j'ai une Switch et je rejoue plus du tout avec les 3DS, les DS, les Game Boy. Bah, à moins de mettre un émulateur, mais et encore. Et c'est vrai que Tenchi le dit et je pense je rêverais de ça, c'est qu'il y ait des passes qui permettent, voilà, moi je suis prêt à payer, y a pas de souci, mais qui débloquent les autres régions et qu'on puisse en effet les histoires des autres régions avec une seule et unique version. Et ça, ce serait vraiment, ce serait le jeu le plus complet du Mais monde. clairement, oui, pour ceux qui ont pas qui ont plus les anciennes consoles ou qui les ont jamais eu, c'est clair que faire un Let's Go Johto, ce genre de choses, c'est vrai que c'est quand même cool pour eux, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai toutes les versions, du coup, moi, je suis toujours en train de rejouer aux anciens. D'ailleurs, Pokémon Or, c'est l'une des rares versions que j'ai fini à 100%. C'était tout le Pokédex, tous les T'avais les badges. 251 Pokémon? Ah bah dis donc, moi j'ai réussi Non. ça qu'avec Let's Go. T'as triché, non? Parce que c'est les billes, je crois qu'on pouvait pas. Alors, il y a faire juste ça. Celebi où il fallait que j'utilise l'Action Replay. Hmm. Et j'ai juste débloqué l'event, en fait. J'ai même pas mis de code juste pour avoir Celebi. J'ai juste mis un code pour débloquer l'event, qui d'ailleurs n'est jamais arrivé en France. Donc, du coup, Malheureusement. il n'y avait jamais eu possibilité Ah oui. de compléter le Pokédex avant de manière légale, quoi. En Et France, tu en en tout cas. parles dans une rétrospective Pokémon de ça. Donc allez voir sur YouTube les rétrospectives Pokémon. Ceci étant dit, Hashtag pub. c'est cela. On va s'adresser un peu plus à Chernabog. Je vais lancer un jingle parce qu'on va passer à sa cartoon au dessin animé. Et Chernabog va tenir cette rubrique parce que sa spécialité, ce sont les dessins animés, notamment de notre enfance. Il est incollable. On a fait un quiz sur Twitch il n'y a pas longtemps avec 50 questions sur les dessins animés divers et variés. Et il arrivait premier, il répondait à tout, j'avais l'impression. Une bible ambulante, n'est-ce pas? Non, c'est juste que quand il y avait des choses que je savais pas, je répondais pas et du coup je ne perdais pas de points. Intelligent. Et donc aujourd'hui, je t'ai demandé, donc ta rubrique sera un peu les flashbacks, de revenir sur un dessin animé d'avant. Et tu as choisi. Eh bien, si des gens pensaient qu'on allait trop parler de Batman il y a quelques instants là, sur le Snyder Cut, et ben nous allons reparler de Batman avec la série animée de 92, je pense qui est peut-être l'adaptation la plus culte
parmi les nombreuses adaptations du personnage. Alors, faut se replonger du coup quasiment 30 ans en arrière, donc c'était en 92. Alors, on était en pleine Batmania, si j'ose dire. Le film de Tim Burton, était sorti en 1989 et avait cartonné, aussi bien en termes de vente que de critique. Et du coup, la Warner décide donc de lancer une série animée autour du personnage. Et immédiatement, ça devient culte parce que à l'époque, c'était pas si évident que ça, mais la série abordait des thèmes très matures. Elle avait une esthétique assez sombre, presque art déco des fois. Enfin, elle détonnait vraiment pour l'époque. Elle a influencé beaucoup de choses par la suite. Et donc c'est une série donc qui fait 85 épisodes. Alors dans les derniers épisodes, la série avait été renommée en Les Aventures de Batman et Robin parce que la Warner avait décrété qu'il fallait qu'il y ait Robin à quasiment tous les épisodes. Bon, ça se discute, l'apport du personnage est très discutable. Mais voilà, mais malgré tout, c'est quand même une série qui est vraiment super bien écrite, avec du coup donc un graphisme remarquable. Bon, l'animation est parfois inégale, parce qu'il y a certains épisodes qui ont été sous-traités en Corée. Bon, ça c'était le cas de beaucoup de séries de l'époque. Mais voilà, le personnage est super classe, est super bien traité. Pour beaucoup, c'est la version ultime du Chevalier Noir, comme on l'appelle. La musique, alors le générique reprend le thème de Danny Elfman, mais c'est toute une équipe qui a bossé sur, parce que je précise, chaque épisode a sa bande son appropriée, quoi. C'est pas des musiques qui sont recyclées en boucle, ça, non, chaque épisode a sa propre partition. Et donc il y a plusieurs compositeurs qui sont relayés là-dessus, mais la principale, c'est une dame qui est décédée malheureusement, qui s'appelle Shirley Walker, et qui a fait un travail absolument admirable à ce niveau-là. Donc la bande son génialissime aussi. Une distribution aussi qui a beaucoup marqué les esprits, que ce soit en VO comme en VF. Alors en VO, je ne sais, pour la petite anecdote, le Joker est interprété par Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Et pour beaucoup, c'est peut-être peut-être même plus le rôle de sa vie que Luke Skywalker finalement. Donc il a vraiment apporté au personnage quelque chose qui, voilà, encore aujourd'hui on entend les acteurs vocaux là, qui ont repris les rôles dans les nouveaux dessins animés et tout, ils sont forcément influencés par ce qu'il a fait. Et en VF, on avait aussi du beau monde, hein. Le Joker était doublé par le regretté piraté, qui est aussi la voix du Doc, hein, nom de Zeus. Donc très soigné à ce niveau-là, même s'il y avait des problèmes de traduction, des personnages qui changent de voix, bon, ça c'était un peu habituel pour l'époque. Donc la série a eu 85 épisodes, il y a eu aussi 2 films dérivés, dont un qui est sorti au cinéma, donc Batman contre le fantôme masqué, qui pour beaucoup est peut-être le meilleur film autour de cet univers, qui a une intrigue très soignée, très sombre, très mature encore une fois. Alors je précise, je dis beaucoup que la série est mature et sombre. Ce qui fait quand même sa force, c'est que c'est fait de telle manière que la série est malgré tout parfaitement regardable pour un jeune public, hein, je précise. Hein, c'est fait de manière très subtile. Si vous êtes parent, vous pouvez tout à fait vous faire des visionnages avec votre progéniture. Hein, bon. Certes, moi qui l'ai découvert en France, certains passages m'avaient effrayé, notamment l'épisode avec les poissons clowns. Ceux qui l'ont vu verront de quoi je parle. Mais voilà, mais bon, quand on est enfant, on aime bien avoir peur aussi, je pense. Donc voilà, donc il y a eu des suites, après, notamment une série sur Superman et une autre sur la Ligue des Justiciers qui sont très bonnes aussi. Une série aussi qui s'appelle Batman la relève, qui part du postulat que Bruce Wayne étant vieux, il passe le relais à un petit jeune, mais ça vend pas du rêve comme ça sur le papier forcément, mais c'est une très bonne série aussi. Donc voilà, il y a tout un univers là-dessus. Et voilà, donc c'est une série qui a vraiment marqué son époque. Je pense par exemple, une série comme Gargoyles chez Disney n'aurait pas pu exister sans la série Batman de 92. Et même dans tout ce qui est fait autour du personnage. Par exemple, un personnage qui a été inventé par cette série, qui est devenu culte encore aujourd'hui, c'est Harley Quinn, qui est apparu pour la première fois dans cette série, qui a été créée par le scénariste Paul Dini. Et voilà, donc il y a je pourrais parler pendant des heures et des heures de cette série, mais bon. Ah, j'ai juste une question pour Charnabog. J'ai offert le coffret Blu-ray à Kyotenshi il y a quelques temps et il me disait en fait qu'il comprenait pas les ordres des épisodes n'étaient pas du tout les bons visiblement. Non, normalement sur les coffrets Blu-ray, les épisodes sont dans l'ordre. Alors, il y a eu plusieurs ordres effectivement aux États-Unis. Lors de la première diffusion à la télé, c'était un peu n'importe quoi. Mais non, normalement sur les Blu-ray, c'est l'ordre idéal entre guillemets. Oui. C'était quoi le souci que t'avais eu, Kyo, du coup? C'était l'ordre justement, la chronologie que je voyais sur Wikipédia et les sites de fans Alors était différente peut-être que t'es tombé sur un listing de la diffusion américaine, mais qui n'a aucun sens. Hein.
C'est probable de ce fait, mais je voyais pas de suite logique entre 2 épisodes. Après, peut-être parce qu'il y en a pas. Mais, Alors c'est pas un pense que feuilleton, hein, je précise, donc c'est pas comme pas mal de séries japonaises notamment où il faut vraiment suivre les épisodes dans l'ordre pour. C'est pas Digimon. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a quand même par exemple, il y a beaucoup d'épisodes qui racontent les origines d'un méchant, par exemple. Donc bon, si on voit, c'est pas dramatique, mais selon les ordres différents, des fois on tombe sur un méchant, bon, puis 10 épisodes après, en fait il est encore gentil, il va devenir méchant plus tard. Il peut y avoir des incohérences de ce style-là. Normalement sur le Blu-ray, il n'y a aucune incohérence de ce style-là. Donc, c'est les épisodes tels qu'ils ont été produits, dans cet ordre-là. Ok, bah, j'y rejetterai un œil du coup à l'occasion. Discordia voulait dire quelque chose? Oui, bah en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Chernabog. En fait, pour moi, ce qui fait vraiment le charme de la série, c'est vraiment le côté, franchement, quand je l'ai vu quand j'étais petite, je me disais, waouh, un vrai chevalier noir, le vrai super-héros, badass et tout, et qui en plus n'avait pas de pouvoir comme un Superman ou un Spider-Man. Et justement, je me disais, waouh, celui-là, il en jette, et il y a un petit côté très sombre qui est juste ce qu'il faut pour des enfants, je trouve. Et oui, évidemment, les méchants charismatiques comme Harley Quinn qui ont été créés juste pour cette série, c'est la bonne idée et c'est ça qui donne tout le charme à ce dessin animé. Donc, Harley Quinn Forever, évidemment. Eh bien, on conclura cette partie-là sur Harley Quinn Forever. Je vais lancer le jingle de la prochaine partie, donc qui est le club de lecture. Délivrez-vous des histoires à l'imparfait. Délivrez-vous ou le futur inventé. Et donc là c'est un petit jeu, on va pas intervenir les uns sur les autres. Le but du jeu sur ce club de lecture, c'est comme dans un club de lecture, enfin plus ou moins, on est censé avoir tous lu le même livre, n'est-ce pas Hérisson, dans un club de lecture? Parce que tu avais l'air de t'y connaître en club de lecture. Oh non, j'adore juste cette expression et c'est le genre de terme que j'utilisais pour mes moments jeux de société découverte. J'appelais ça quand même un club de lecture parce que pour moi c'est tout l'espèce d'imaginaire autour d'un club de lecture où chacun présente sa petite histoire, on le voit un peu dans les séries et tout, et j'adore cette idée-là. C'est ça, c'est très américain et c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça en France, mais en tout cas nous, de notre côté, on a moins de 2 minutes pour présenter un livre, que ce soit un manga, un comics, un roman, une BD ou que sais-je encore. Et le but du jeu, c'est une fois qu'on a tous fait notre présentation, les autres disent quel livre lui a donné le plus envie. Je ne vais pas commencer, une fois n'est pas coutume, donc Discordia, je vais te laisser présenter ton livre en moins de 2 minutes. Alors pour moi c'est coutume, j'ai l'impression de commencer donc dans ce cas-là. Et donc je vais vous présenter un manga. Et ça s'appelle donc Gambling School Twin. Donc j'imagine que Gambling School ça vous dit tous quelque chose parce que évidemment... Pas du tout. Quoi ? Non, ok. C'est pas bien, mais c'est pas grave, je vais passer outre. Vous avez tous entendu normalement parler de la série, de l'animé qui est sorti sur Netflix et qui a mis en lumière ce merveilleux manga qui s'appelle donc Kakegurui en japonais, mais qui en France s'appelle donc Gambling School, et il existe un préquel si vous avez vu l'anime et lu le manga, il existe un préquel à cette histoire de Yumeko Jabami qui arrive donc dans cette fameuse école de parieurs fous, et cette fois-ci l'histoire est centrée sur Mari Saotome qui est donc un personnage un peu annexe qui gravite autour de Yumeko dans l'anime et dans le manga, et cette fois-ci tout est centré sur elle et on se rend compte qu'elle a aussi des petites spécificités et un peu son histoire à elle, et qu'elle aussi s'est faite remarquer quand elle est arrivée dans son école, et que certes elle n'a pas le côté un peu fou, psychopathe de Yumeko, mais qu'au contraire elle est très posée, très dans la retenue, dans la réflexion, qu'elle a du caractère, et je trouve qu'on s'identifie davantage à une Mari Saotome qu'à une Yumeko Jabami. Et donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'univers et surtout les personnages de Gambling School, parce que on ne découvre pas que Mari, mais aussi tous ces personnages emblématiques qu'on découvre dans l'anime et dans le manga principal. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est un bon moyen de rajouter un peu de piquant et de se rajouter aussi de nouveaux jeux complètement délirants auxquels Mari va participer. Et donc voilà, donc découvrez le petit frère jumeau de Gambling School, Gambling School Twin, voilà.
Et merci pour cette présentation. On va passer à Chernabog, qui nous présente. Alors là, tu m'as fait beaucoup rire, ce que je ne connais pas. La bergère et le ramoneur. Et alors, en fait, plus exactement, donc le titre complet, c'est La bergère et le ramoneur de Paul Grimaud et Jacques Prévert, chronique d'un désastre annoncé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, hein, je précise, hein, ça parle pas du berger et le ramoneur le conte, ça parle de la bergère et le ramoneur le film. Donc, là, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais de quoi il parle? Si je vous dis Le Roi et l'Oiseau, peut-être là, ils vont se dire, ah, je sais de quoi il parle. En fait, donc de quoi ça parle ce livre? Ça parle du coup, bah, effectivement, d'un désastre, bon, annoncé ou pas, c'est à chacun de voir, mais ça parle d'un gros fiasco du cinéma d'animation français dans les années 50. C'est en gros, voilà, donc Paul Grimaud, qui est un réalisateur de dessins animés, et Jacques Prévert, que tout le monde connaît pour ses poèmes et tout ça, mais qui était aussi un scénariste de film. Ils avaient donc du coup décidé de créer une adaptation du Berger et le Ramoneur, un conte de Hans Christian Andersen, pour l'adapter en film d'animation. Et sauf qu'en fait, le projet a été extrêmement compliqué, ça a pris du retard, ça a coûté un pognon de dingue. Et au final, bon, Grimaud et Prévert ont été mis de côté par le producteur André Sarru. Et au final, le film est sorti, a été terminé, puis est sorti, alors que Paul Grimaud et Jacques Prévert ont tout fait pour qu'il ne sorte pas et l'ont complètement renié. Et bon, bien des années plus tard, après la mort de Prévert, bon, Paul Grimaud a racheté les droits du film, l'a remonté, a refait des scènes et a sorti une nouvelle version qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Ça, c'est l'histoire officielle. Dans ce bouquin, ça revient beaucoup plus en détail sur la production, ça. Et ça met un peu en question la version officielle qui voudrait que du coup Grimaud et Prévert se sont fait jeter comme des sous-merdes et par le méchant producteur André Sarru. Là, du coup, alors c'est très technique hein, comme livre, hein, je précise, ça rentre vraiment dans les détails de budget, tout ça, de négociation de contrats et tout. Mais à la lecture de tout ça, on se rend compte qu'en fait, oui, techniquement, Grimaud et Prévert ont été mis de côté, mais on découvre une facette beaucoup plus sombre de ces deux personnages-là. Et surtout, on se rend compte que André Sarru n'est pas le méchant producteur avide d'argent qu'on a bien voulu nous vendre dans les making-of, les bouquins officiels et tout ça. Non, non, on se rend compte que, voilà, que parfois les artistes prennent peut-être un peu trop la grosse tête, bah, que les pauvres producteurs, je veux dire, quelqu'un comme André Sarru, il avait toujours soutenu Paul Grimaud, il avait financé plusieurs courts-métrages et tout. Mais au bout d'un moment, si il finance un projet qui ne va nulle part, qui prend du retard, où la fin n'est pas écrite, où le réalisateur prend des vacances tout le temps et demande une augmentation alors que tout part à volo niveau budget, il y a un moment, il n'a pas le choix, quoi. Il a des comptes à rendre, hein, lui aussi. Donc, ouais, et puis, donc voilà, ça revient en détail sur tout ce projet-là. Et je précise pour ceux, donc du coup, je fais vraiment une toute petite parenthèse, après j'arrête. Du coup, la bergère et le ramoneur, techniquement, donc le film original de 53, eh ben, on ne peut pas vraiment le voir. Il existe une copie en qualité dégueulasse et en doublage anglais qui circule sur Internet, mais la version originale de 53 en français est aujourd'hui encore introuvable parce que les héritiers de Grimaud refusent qu'on la voie. Moi personnellement je trouve ça bien dommage parce que ce serait intéressant de comparer les deux versions. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur et pas la vérité officielle entre guillemets et un peu trafiquée sur cette histoire de production compliquée, donc c'est un livre de Sébastien Roffa à retrouver aux éditions L'Harmattan. Voilà. Merci de la précision pour savoir où le retrouver. Et on va enchaîner avec des cadeaux que je fais à Kyotenshi. Et je pense que tout le monde connaît, n'est-ce pas, Kyotenshi? Oui, Death Note. Qui ne connaît pas Death Note? Alors moi je connais, oui. Je vais parler de la Black Edition, effectivement. Donc je vais quand même présenter Death Note au cas où il y a quelques personnes qui soient restées dans une grotte ces 15 dernières années même maintenant. Hein. Du coup, ça présente un jeune lycéen, Light Yagami. Light Yagami est beau, Light Yagami est très intelligent. Et Light Yagami est surtout un connard. Et c'est quand même dommage parce que c'est lui qui va tomber sur ce qu'on appelle un Death Note. Un bouquin où on peut tuer les gens. Je vous rassure, hein, vu qu'il est intelligent, il va pas s'amuser à tuer les gens qu'il n'aime pas, tout simplement. Il va s'attarder et il va se donner pour mission de rendre le monde plus pur, entre guillemets, en éliminant tous les criminels. Va s'en suivre du coup toute une histoire, une enquête fort passionnante. Hein. J'avais vu l'animé en 2007 quand c'était diffusé et je me suis enfin intéressé à la lecture et je redécouvre pas mal de pans là-dessus avec le duel et en même temps l'amitié qui peut lier Light et Elle, du coup l'enquêteur le plus intelligent de la planète, où on a vraiment un combat où c'est celui qui va devancer l'autre, etc.
tout plein d'échanges comme ça. C'est pour un shonen qui est censé être focus sur l'action, c'est finalement beaucoup d'argumentaires, de la philosophie, des philosophies de vie totalement distinctes, etc., qui vont aller alimenter le récit, mais en respectant quand même les codes de shonen, c'est-à-dire vraiment les visages avec des réactions toujours un petit peu disproportionnées, etc. Et en même temps, le dessinateur, du coup, j'ai perdu son nom, Tsugumi Oba, je crois. Non, c'est Takeshi Obata, pardon, qui dessine. Arrive quand même à faire une certaine justesse pour pas que parce que si Light fait des grands yeux ronds devant elle, bon, ça va se voir que c'est peut-être un petit peu Kira, du coup, celui qui tue les gens. Il arrive quand même à modeler via son dessin, tout en modestie, en fait, justement, les différentes émotions des personnages. Et en même temps, il y a une espèce de toujours de petite voix intérieure qui va l'indiquer ce que pense réellement le personnage et autres. C'est un manga qui est vraiment passionnant pour le coup, que je prends plaisir à découvrir sous ce format qui est un peu plus riche que l'animé, qui faisait des raccourcis un petit peu rapides. Pour l'instant, j'en suis au tome 3, j'ai pas encore terminé toute la lecture. J'ai hâte de m'intéresser à la deuxième partie où c'était plus, désolé pour le spoiler, ce n'est plus elle mais Nir et Melo qui vont prendre le relais parce que elle est mort et il a été tué par Light. Vous le spoiler. Donc Light a gagné, et j'aimerais bien voir un petit peu cette partie qui a priori été un petit peu saccagée dans l'animé. J'ai pas pu trop le voir de mon côté parce que j'avais pas la comparaison avec le manga, mais j'ai pouvoir découvrir ça et je trouve ça vachement intéressant, et ça reste pour moi un des meilleurs shonen qui soit sorti encore aujourd'hui. Je sais pas si vous partagez cette opinion, mais... Ils ne répondront pas parce qu'ils ne doivent pas débattre, ils voteront à la fin et on sait déjà très bien, je connais les gens, ils vont voter pour Death Note parce que c'est Death Note. C'est un choix trop facile. On va demander par contre à Hérisson de nous parler alors de Croque-Mitaine. C'est ça. Du coup, Croque-Mitaine, c'est un comics qui a été du coup écrit par Salvia et illustré par Jet. Il existe en édition intégrale, donc où vous pouvez retrouver l'ensemble de l'histoire. C'est une histoire un petit peu sombre où on va suivre un enfant qui c'est Elliot, 9 ans, qui est un garçon un petit peu courageux, mais il va lui arriver une tragédie dans sa vie. Déjà, c'est un petit garçon qui est passionné de monstres, et un jour, en fait, il va voir que sa famille va se faire assassiner par des monstres, justement. Il se retrouve terrorisé et il en vient à appeler le monstre qui l'omnibule le plus, qui est le Croque-Mitaine. Et va s'en suivre une histoire... il va naître un duo entre le Croque-Mitaine et Elliot, qui vont parcourir en fait toute une espèce d'aventure, mais cette aventure pourrait se résumer en une sorte de quête initiatique autour de les peurs, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on doit les fuir, les accepter, le deuil, comment il est traité et tout, et c'est d'une finesse incroyable, une très très jolie histoire, bien rythmée. Moi je sais que j'ai lu la version en tirage limité, donc en fait je ne l'ai pas lu en couleur mais uniquement en noir et blanc, qui je trouve augmente l'intensité des émotions retranscrites. Et je trouve ça super chouette comme lecture, c'est vraiment très très prenant, et c'est vrai que moi j'aime bien les histoires qui traitent sur l'enfance et les peurs qu'on peut avoir et qui se retranscrivent à l'âge adulte, et je trouve que cette histoire le met très bien en valeur et les dessins sont sublimes. Eh bien écoute, merci de cette présentation. En tout cas, tu le vends bien. Et avant que je fasse ma présentation en moi, il reste Valou qui autre chose, autre registre, j'imagine, avec La Voix du Tablier. Alors, La Voix du Tablier, c'est un manga. Et c'est l'histoire en fait d'un ancien yakuza reconverti en homme au foyer. Et en fait, c'est une suite de sketchs et d'enchaînements de situations totalement rocambolesques où en fait tout son nouveau quotidien va être associé à ce qu'il vivait autrefois en tant que yakuza. Par exemple, en faisant des tâches ménagères, il va parler comme s'il était en train de se débarrasser d'un corps, ou quand il va faire de yoga avec ses amis, il va associer chaque pose de yoga à des situations du style ça c'est la pose du gars qui se prend une balle entre les deux yeux. Ou il va aussi se faire surprendre par la police alors qu'il est en train de cultiver, en pensant qu'il est en train de cultiver de l'herbe, alors qu'en fait il cultive simplement des plantes aromatiques pour faire la cuisine. Enfin voilà, c'est une suite de quiproquos et de situations comiques où tantôt le mec va être hyper effrayant et alors qu'en même temps au fond c'est un gars super adorable, hyper serviable, mais il a tout l'apparence et les manières d'un mec louche, d'un yakuza. Voilà.
Eh ben j'adore Valou, parce qu'avec toi c'est court, c'est bref, c'est précis, c'est net. J'essaye. Merci bien. Bah, moi, je vais vous présenter non pas un manga pour changer de tous mes camarades, mais un comics. Donc, on reste quand même dans quelque chose d'assez animé. C'est le comics des Tortues Ninja, publié et édité chez e-comics depuis maintenant en France 2 ans. Donc, ils en sont au tome 13 qui vient de sortir. Alors, j'y suis pas encore. Moi, de mon côté, j'ai fait le tome 0. Donc, le tome 0 qui en fait est le début de l'histoire. Et après, il y a tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en suis au tome 6. Je me suis lancé dedans en décembre. Je sais pas, j'ai eu ma passe Tortue Ninja. Je me suis refait les films des années 90. Très bon au passage, même si certains diront qu'ils ont un peu mal vieilli. Et l'histoire en fait des comics est beaucoup plus sombre. Rien à voir avec les dessins animés des années 80 ou même des films. On est dans quelque chose de plus dur, de plus sérieux. Et l'histoire est vraiment prenante. L'origin story diffère un petit peu, même si elle va rester semblable pour certains. Donc en fait les tortues et Splinter, le rat, sont en fait des produits de laboratoire et en fait ce sont les âmes d'anciens japonais qui ont été réincarnés, donc un maître japonais en Splinter et ses 4 enfants dans les 4 tortues. Ils vont évidemment rencontrer April O'Neil qui ici n'est pas journaliste mais est donc scientifique dans le fameux laboratoire où ont vécu les tortues avant d'avaler le mutagène, et d'autres personnages. Donc l'histoire vraiment nous amène tous les grands méchants iconiques, Shredder, Krang et compagnie. Les comics franchement se dévorent. Le seul regret moi que j'ai à chaque fois avec les comics, c'est que ça coûte 15-16 euros et ça se lit en 30 minutes, ça se lit vraiment très très vite, mais les images sont vraiment très belles, l'histoire est prenante. Je vous invite vraiment à les découvrir si vous aimez un minimum l'univers des Tortues Ninja, mais que vous savez pas où aller. Les comics, vous les trouvez n'importe où, à la Fnac, au Furet du Nord, dans n'importe quelle librairie, sur internet, mais bon, privilégier les petits commerces, c'est toujours mieux. Et c'est vraiment un vrai plaisir, une vraie relecture. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre. J'essaie de m'en acheter un par mois pour ne pas trop dépenser d'argent d'un coup. Et je vous invite à les lire. Et sur cela, je vais vous demander, juste de manière brève, de me dire chacun votre tour quel livre vous a le plus tenté. On va commencer par Discordia du coup. Bah moi c'est le manga qu'a présenté Valou. C'est juste pour le rappel du titre exactement. La voix du tablier. Et ben moi j'ai découvert ça hier soir sur Netflix et donc c'est vrai que le manga m'a l'air tout aussi passionnant. Donc j'ai très envie de le lire. Donc, un vote pour Je Valou. conseille d'ailleurs plus le manga que l'animé, puisque l'animé est un peu particulier. Tu as dû remarquer qu'il est assez statique. Et le format sketch, c'est peut-être plus adapté, je trouve, pour un format Oui, manga, mais quoi. c'est une bonne mise en bouche si on veut découvrir un peu l'univers. Voilà. Et ouais, effectivement, ouais. C'est bien pour le découvrir, je trouve aussi. Ouais. Tchernabog, tu votes pour qui de ton côté? Alors moi je vote pour le livre d'Hérisson, Croque-Mitaine. Oh, ça ne m'étonne pas de toi. Kyotenchi, tu votes pour qui? Est-ce que je viens de commander Croque-Mitaine pendant que vous parliez? Oui, tout à fait. Donc, ce sera Croque-Mitaine pour moi. Bon, Hérisson, t'as deux voix pour Croque-Mitaine. Toi, tu votes pour qui? Moi, je vais voter pour Gambling School parce qu'il y a la moitié des choses que j'avais déjà lues. Donc, je vais pas les voter parce que je suis déjà convaincue. Très bien. Valou, tu votes pour qui? Gambling School, j'avais vu l'animé sur Netflix et là, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Oh, et bah tu sais quoi, moi je vais voter pour Valou, la voix du tablier, ce qui fait que nous sommes dans une égalité entre Gambling School, Croque-Mitaine, la voix du tablier, et non, je me suis trompé, tout le monde n'a pas voté pour Death Note, et c'est très bien. On va lancer le jingle pour la dernière partie de l'émission, les découvertes du web, du monde numérique. Donc, qui dit monde numérique ne dit pas Digimon, non. Donc oui, on est geek, on passe beaucoup de temps sur Internet. Et j'ai demandé à chacun de nous faire part d'une petite découverte du web. Ça peut être une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, un site Internet, un projet participatif, une vidéo qui a buzzé, peu importe. Voilà, donc on va y aller. Eh ben, je vais vous faire découvrir un peu le petit baume au cœur qui m'a réconforté lors du premier confinement et qui depuis me porte chaque semaine. C'est l'émission qui s'appelle Un bon moment
de Ken Kojandi, et oui, le mec de Bref, pour ceux qui s'en souviennent. Il a créé une émission un peu podcast où il reçoit beaucoup de ses amis qui sont humoristes, artistes en général, musiciens, réalisateurs, comédiens. Et c'est un peu tout ce petit monde-là avec qui il s'entend assez bien. Et ça se ressent en fait dans son émission parce que il va détourner le concept d'interview en partant vraiment sur le postulat que c'est une discussion et qu'il peut y avoir des digressions à tout instant. Et donc, on découvre avec douceur et humour pendant 1h30 les ressentis, les mésaventures, le quotidien de chacun de ces artistes. Et je trouve que c'est une belle manière de présenter le travail de ces gens-là. Et aussi, on en apprend beaucoup parce qu'ils sont très bienveillants pour, voilà, si on a envie de se lancer dans les courts-métrages, si on a envie de se lancer dans l'humour, est-ce qu'il y a des bons conseils à avoir pour commencer. Et voilà, vraiment, j'en ai appris beaucoup sur tous ces artistes que je connaissais, justement, ces humoristes, ces comédiens. Et j'ai appris à les découvrir un peu autrement. Et donc, c'était l'émission un peu feel good, vu qu'il y a beaucoup de blagues. Et il y a même des petits jeux aussi qu'ils font pendant l'émission. Donc voilà, j'écoutais ça en podcast. Après, c'est visionnable aussi sur YouTube. Donc, on les voit vraiment discuter. Et c'est très sympa d'avoir leurs interactions. Mais si vous voulez juste écouter, c'est disponible sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Donc je vous le conseille si vous voulez vous changer les idées pendant que vous êtes au boulot ou en train de faire du sport. Allez-y, un bon moment, c'est sur la chaîne de Ken Kojandi sur YouTube. Chernabog, lui, il va quitter YouTube, contrairement à nous, et tu nous présentes un site internet, si je ne me trompe. Tout à fait, alors c'est pas une découverte que j'ai faite récemment, hein. Je mentirais totalement en disant ça, mais donc le site en question s'appelle Planète Jeunesse, je l'ai évoqué en début d'émission. Alors Planète Jeunesse, qu'est-ce que c'est? Bon, donc c'est un site internet, bon, comme son nom l'indique, qui est très centré jeunesse entre guillemets. C'est en gros, c'est une espèce d'encyclopédie qui répertorie vraiment des centaines et des centaines de fiches sur des séries, des films, voilà, qui sont passés pour la plupart dans des émissions jeunesse ou qui, quand c'est pas le cas, comportent de l'animation. Donc voilà, des fiches qui résument l'histoire dans les grandes lignes, où il y a une partie commentaire qui revient un peu sur la jeunesse du projet, voilà, qui fait une espèce d'analyse, avec aussi également la partie principale du staff, les voix françaises quand il y a un doublage français. Et les éditions vidéo, les diffusions télé qu'il y a pu avoir, voilà, c'est vraiment une espèce d'encyclopédie comme ça. Donc, alors dans l'idée, on essaye, parce que je fais partie de ce site-là depuis 5 ans maintenant, on essaye dans l'ambition, c'est de répertorier toutes les émissions, toutes les séries, tous les films ça qui correspondent à ces critères-là. Bon, autant dire qu'il y a encore du boulot. Pourtant, le site existe depuis un moment. Si je dis pas d'ânerie, il existe depuis 2003. Mais voilà, c'est tellement vaste. 2004, d'après ce que je regarde en ce moment. Ouais, 2004, alors autant pour moi. Mais voilà, donc c'est une ambition irréalisable, mais c'est ça qui est stimulant. Donc voilà, donc cette encyclopédie. Il y a aussi, oui, des fiches d'émissions aussi. Donc par exemple, il y a la fiche de l'émission du Club Dorothée, des minicums, de tout ce que vous voulez, voilà. Donc voilà, donc c'est un site, c'est aussi un forum qui est assez actif, on parle souvent. Et voilà, donc moi j'ai la chance de faire partie du staff depuis quelques années maintenant. Donc voilà, j'ai écrit un peu plus d'une centaine de fiches maintenant. Et voilà, donc c'est si vous avez envie de vous replonger un peu dans votre enfance, mais pas que, on parle aussi de séries récentes, hein, mais il y a aussi, voilà, beaucoup de nostalgie aussi. Je pense que vous pourrez y trouver votre bonheur. Mais juste pour faire un aparté, je regardais en même temps que tu en parlais, et en fait j'avais complètement oublié que vous faisiez je regardais des commentaires vraiment un peu de la critique quoi. Pour moi c'est vrai que dans mon souvenir, j'étais pas allé depuis très longtemps, c'était juste des fiches avec résumé le machin, nom des personnages, et En fait, ça va un peu plus loin quand même. oui, les premières fiches, parce que je dis, c'est un très vieux projet, hein. Les premières fiches étaient souvent un peu sommaires entre guillemets, je dis pas ça pour cracher dans la soupe, parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête des gens qui ont commencé ce site-là, ils avaient voilà, ils ont dû se dire on a des milliers de fiches à faire, on peut pas rentrer dans les détails de chacune. Là pour les fiches, je m'inclus dedans, du coup, qui sont arrivées récemment, des fois on rentre un peu plus dans les détails, on prend un peu plus son temps. En tout cas merci du partage, on va laisser la parole à Kyotenchi qui nous présente quoi? Oui, j'ai changé à la dernière minute. Je vais vous parler de la chaîne Twitch de Kyotenchi. Non, je plaisante. Pas d'autopub. La bonne blague.
Abonnez-vous. Non, je vais vous parler d'un site que j'ai découvert il y a quelques mois, mais sur lequel je me suis penché pas plus tard que le week-end dernier, qui est Warcraft Lore. Je ne vais pas présenter Warcraft, je pense que tout le monde connaît depuis. Sauf que Warcraft, ça fait un peu plus de 30 ans que ça existe, et c'est un sacré foutoir au niveau de l'univers. Et Warcraft Lore, justement, est un site qui vous permet de retracer un petit peu toute l'histoire de Warcraft, de la fondation du Cosmos et compagnie, jusqu'à ce qui se passe maintenant dans World of Warcraft. Et c'est vraiment un lore qui est très très riche du coup, et qui peut être suivi dans les moindres détails. Il y a des petits guides à chaque fois qui vont indiquer, écoutez, à cette chronologie là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre là dans le jeu, ou il y a ce livre là à acheter, etc. Parce que Warcraft, c'est aussi beaucoup de produits dérivés, avec notamment des chroniques que Aldric m'avait acheté d'ailleurs. Il manque juste une partie, mais j'aurai bientôt les 3, ce qui me permettra de faire un peu plus de lecture sur 800 ou 900 pages, un truc comme ça. Et en plus du coup de faire des histoires au niveau du lore, récapituler un petit peu l'histoire, c'est aussi des guides. Bon, il y a des sites comme Mamitwink, etc. qui font bien la chose, mais j'aime beaucoup l'écriture qui est faite dans Warcraft Lore. C'est plutôt poussé, les guides sont bien faits, on sent qu'il y a une véritable passion derrière, c'est des passionnés qui sont à l'écriture. Et du coup, si vous souhaitez juste en savoir un petit peu plus au niveau de l'univers de Warcraft, je ne peux que vous recommander ce site warcraft-lore.fr. Du coup, les RPG Books par Eldercraft. Donc un RPG Book, on va commencer par qu'est-ce que c'est. En fait, c'est un livre qui a plusieurs fonctions. C'est à la fois un livre dont vous êtes le héros qui peut se jouer seul, mais aussi un livre dont vous êtes le héros qui peut se jouer à plusieurs à l'aide de fiches personnages et d'une personne qui va être dessinée comme capitaine du moment et qui va lire la page et être décisionnaire de cette action. Et lorsqu'il tourne le chapitre, c'est une autre personne qui prend ce rôle-là pour être décisionnaire, etc. Donc ils ont adapté ça en livre dont vous êtes le héros multijoueur. Mais cet ouvrage peut également devenir un jeu de rôle, donc vraiment les jeux de rôle papier plus classiques, et où l'on incarne des personnages avec un MJ qui va venir le narrer grâce à un chapitre spécial qui va permettre d'avoir l'ensemble des possibilités du scénario, permettre de l'adapter en jeu de rôle. Étant une grande... fan de jeux de rôle, rôliste et MJ, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'apporter ça par un livre dont vous êtes le héros dans un premier temps, et de pouvoir donner à un ouvrage plusieurs fonctionnalités, de pouvoir le faire tranquillou sans avoir le MJ et les joueurs, et de pouvoir le pousser après plus loin, d'avoir en même temps vécu cette histoire, ce qui donne un plus pour le MJ pour la narrer et l'adapter. Ils ont fait du coup pour commencer cette collection de RPG Book 2 thèmes. Donc un thème Lovecraft qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand écrivain de fantasy horreur qui est un peu celui qui a donné un peu naissance à cet univers et qui a permis un des premiers transmédias. Il y a eu plein de gens qui sont venus s'ajouter à son mythe, notamment au mythe de Cthulhu. Et du coup ils ont adapté en RPG Book une de ses nouvelles qui est Le Cauchemar d'Innsmouth, avec une ambiance très sombre et avec une affiliation au profond qui sont des êtres poissonneux. Et il y a également en deuxième ouvrage Outzer, qui sera même rédigé par Fibre Tigre, donc qui était déjà à l'initiative du jeu vidéo, donc qui est plutôt pour le coup de la science-fiction avec voyage spatial. Et du coup il y a ces deux univers. Moi je trouve ça très intéressant pour ceux qui aiment les livres dont vous êtes le héros, ou le jeu de rôle, ou un peu les deux, ou qui veulent se lancer. Je pense que c'est un très très bon ouvrage, voilà. Je veux rajouter, t'as dit Fibre Tigre, et je connais Fibre Tigre, et parce que vraiment c'est un MJ et c'est un narrateur qui est dingue, donc s'il a fait un ouvrage et qu'il a écrit une histoire, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sera que du bonheur à jouer et à lire. Voilà, Fibre Tigre c'est vraiment un écrivain de talent en matière de jeu de rôle. Si vous aimez les narrations un petit peu étranges, changeantes que du livre classique, il fait fiction interactive .fr, c'est son site à lui, et tout le monde écrit des fictions interactives, vous pouvez cliquer dessus et tout, adapté pour tout le monde peut ajouter les siennes, et c'est trop cool. Et on va conclure donc la partie découverte du web avec notre Valou national qui va nous parler de l'appendicite chronique. C'est quoi ça? Alors, l'appendicite, c'est une youtubeuse que je suis depuis quelques années. En fait, depuis presque le début de sa chaîne, quasiment, je crois.
notamment de par son concept de vidéo que j'adore, qui s'intitule L'inspiration au voyage, où en fait elle prend un univers de fiction, film ou jeu vidéo, et elle nous décortique les inspirations de cet univers. Alors elle nous explique pas juste le truc, hein. Elle va carrément sur les lieux qui ont inspiré ces univers, et elle l'a notamment surtout fait avec Pokémon. C'est-à-dire, en fait, elle fait comme une sorte de vrai voyage initiatique à travers les régions du Japon qui ont inspiré les villes des premiers jeux Pokémon. Et c'est ultra intéressant, surtout quand on est fan de Pokémon comme moi. Et alors, ça s'arrête pas là. Elle fait aussi pas mal de vidéos sur les univers Ghibli. Elle a fait une vidéo sur les lieux de Porco Rosso, par exemple, hein, qui se passe autour de la mer Adriatique. Elle parle des forêts qui ont inspiré le visuel de Princesse Mononoke. Elle est même allée visiter la vraie maison de Heidi en Suisse, qui existe vraiment, hein, du dessin animé Heidi, du coup, sur lequel Miyazaki avait travaillé. Elle a aussi interviewé Leiji Matsumoto, qui est à l'origine de Albator. Donc elle fait plein de trucs trop cool et super intéressants. Là, il y a pas longtemps, elle s'est lancée dans la BD aussi. Sinon, elle fait aussi parfois des vidéos un peu vlog, parfois sérieux, parfois chill. Et je sais pas, j'adore cette fille. Je trouve qu'elle est hyper naturelle, hyper ouverte. Elle dégage trop de bonnes vibes, je trouve. Et sinon, elle a aussi une chaîne secondaire où elle fait du podcast manga avec des invités, où elle a même eu Cyprien. Et c'est un des rares podcasts en fait que je suis, parce que le podcast c'est pas un média où je suis encore très habitué, malgré qu'on soit dans un podcast, effectivement. Mais du coup, obligé, il fallait que je pense à elle pour ce premier podcast que nous faisons là. Tu as l'air tellement amoureux d'elle quand tu en parles. On sent la passion dans ta voix. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, j'ai jamais senti Valentin aussi fou de quelqu'un que de cette... Mais elle est trop cool. Là. Ben, j'espère qu'elle nous écoutera et qu'elle t'entendra et que allez hop, on va se faire un deal. On va trouver le moyen que l'appendicite rencontre Valentin et, Oh mon dieu. et l'invite dans une vidéo. Challenge ou dans un podcast. accepted, allez. Challenge. Allez, on va. Elle reste de lui poser un lapendicite. Oh, ben justement, j'allais vous dire pour conclure cette émission, avez-vous une blague, une citation, un proverbe? Et ben, Charnabog m'a devancé. Moi, c'est fait, voilà. Je pense qu'il vaut mieux qu'on reste là-dessus, c'était tellement une bonne idée, voilà. Donc oui, l'émission arrive à son terme. Est-ce que ça vous a plu tous les 5 d'être là déjà? Oui, Évidemment. Grave. Vous avez découvert des choses? Grave, Bah ouais, oui. plein. Il y a trop mal, de choses oui. que j'ai envie de découvrir maintenant, c'est horrible. On était ravis, je pense, avec Kyotenchi, n'est-ce pas, d'être là. Oui, c'était très sympathique. Merci à vous. Donc on n'a plus qu'à préparer les chroniques de la semaine prochaine. En attendant, bah, vous le savez, hein, ça sera donc en rediffusion sur les plateformes, comme je vous le disais en début d'émission, possibles et inimaginables, principalement également aussi sur YouTube. Petit aperçu d'un projet dans lequel Valou et Discordia seront Oh là là. JC et James de la Oh Team non, Rocket. Ce non. sont pour les 20 ans de Pokémon Or et Argent. À vous, faites-nous la fin. Nous sommes de retour Vous jouez un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité. afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket plus rapide que la lumière. rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaouch, oui, la guerre. Et c'est sur cette devise de la Team Rocket que nous allons pouvoir vous laisser. On vous dit en tout cas à la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Et on vous fait des bisous de loin. Oui, pas des loin, bisous. Merci à tous, salut.